Mais il y en a pas mal, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et je reviendrai sur certaines thématiques, dont en particulier celle de la synagogue, celle de Yossel, etc. Donc, catalogue des lieux. Donc, simplement, qu'est-ce que le patrimoine? Je dis que c'est un texte que j'avais fait en 2011, ça. J'ai souligné les points importants. Bon, c'est une mémoire transmise. C'est une affaire de mémoire, le patrimoine. Ce n'est pas une affaire d'art. Ce n'est pas de la richesse. Ce n'est pas de la rareté. C'est bien si c'est riche, si c'est de la rareté. Mais on est dans l'histoire. Il nous interroge, il nous questionne. Il nous émeut. C'est un peu comme l'archéologie aussi. C'est sur le bâti, sur le terrain, pardon, la traduction du mémoire, mais sur du terrain, et pas dans des livres ou dans des documents. Alors, on va parler du judaïsme. Alors, une vision un peu, on ne va pas parler du judaïsme religieux, mais simplement remarquer qu'il est unique dans l'histoire du monde. Il s'est maintenu. Alors, les Juifs étaient minoritaires, pourchassés, assassinés, mais bon, c'est une histoire qui est admirable, mais qui est terriblement actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, ce genre de choses se produit. Alors, ce n'est pas uniquement celle d'un peuple, c'est une expérience de coexistence, et tout ce qui nous parle des relations entre les Juifs d'un côté et le reste de l'humanité, tout ce qui nous parle de cette relation, ça fait partie du patrimoine juif. Euh, je pense à un exemple comme Auschwitz. Auschwitz, c'est pas un patrimoine juif, et ça fait pourtant. Non, alors là, je me trompe d'un slide, mais c'est pas grave. Donc, c'est celle d'un peuple, mais c'est celle des relations à l'autre. D'accord? Et sur le suivant, je dis la chose suivante, c'est que le patrimoine juif est le patrimoine lié au judaïsme, c'est-à-dire tout ce qui nous parle des juifs, de leurs relations. Ça s'appelle du patrimoine chrétien, mais qui nous parle du judaïsme. En ce sens, l'Église et la synagogue sont éclairantes sur une conception des rapports juifs chrétiens. On y reviendra. Donc, pourquoi aller en Alsace? Alors, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour un guide. C'était pour un office de tourisme ou pour un communicant en général du patrimoine, c'est de savoir que sur 46 054, c'est les chiffres officiels juifs en 1808, c'est un des premiers recensements complets, il y en a 26 070 en Alsace, 2733 à Paris, dont une large part viennent d'arriver à Paris en provenance de l'Alsace, 10 545 en Lorraine, 2 442 dans le Grand Sud-Est et 3 456 dans le Sud-Ouest. Alors, si vous prenez les publications, en particulier de la Revue des études juives, je dirais, ce rapport n'est pas du tout respecté. Mais bon, voilà les chiffres, ce qui veut dire que le judaïsme français, né en Alsace, vient de l'Alsace, et que, en grande partie, le judaïsme français est une diaspora du judaïsme alsacien. Et il faut le savoir. On a la majorité des synagogues construites, on en a 80 construites au XIXe siècle, dont 31 ne sont pas réaffectées. Mais il faut savoir aussi qu'au XVIIIe, il y en a environ 122 construites, c'est énorme, et il y en a des traces de 40 d'entre elles. Donc vous voyez, si on rajoute le XVIIIe au XIXe, on est à 200, c'est quand même assez impressionnant. Il y a 20 cimetières antérieurs au XIXe siècle, ce qui est quand même pas non plus faible, sur un total de 73 en Alsace. Hein. Et enfin, le judaïsme alsacien a été extrêmement dense, probablement le plus dense d'Europe. Ailleurs, il a été entièrement détruit par les nazis, les communistes et essentiellement, et en particulier tout le patrimoine juif rural, il va y passer en Allemagne aussi, et aussi en Allemagne après-guerre, il faut dire, il y en a 6 qui restaient, a été détruits assez consciencieusement. Donc en France, il est mis en avant, on a 13 musées et sections de musées sur un peu moins de 20 en France, y compris le musée de Paris, le MJHP. Voilà, donc une importance prépondérante, une spécialisation de l'Alsace dans ce domaine. Alors, on va parler des grands éléments du patrimoine immobilier. Alors, la première, c'est la synagogue. Ce n'est pas la première, mais c'est le lieu où les fidèles. Alors, je vous donne une définition très simple. C'est un lieu où des fidèles se rassemblent pour prier, sans valeur sacrée. Donc, il peut être assez facilement cédé, remplacé, démoli. Donc, et désaffecté. Je ne parle pas de désacraliser, mais je parle de désaffecter. Alors, on parle de désacralisation par copie avec le catholicisme, mais en fait, c'est une désaffectation. Hein. Alors,
le grand mouvement qui va se passer, c'est au 19e siècle. On va chercher à le rendre de plus en plus visible, de plus en plus similaire à une église, et pas une église. Et là, c'est effectivement une idée d'intégration qui joue. Alors, on a des bains rituels, ils sont extrêmement nombreux. Ils étaient privés très tard, parce que pour une femme, sortir dans la nuit, ça se fait généralement le soir, aller au bain, puis rentrer de chez la voisine ou d'un peu plus loin, je sais pas, crier j'ai mes règles à tout le monde, c'est pas peut-être pas une bonne idée. Donc la plupart des dames bourgeoises préféraient avoir leur mikvé chez elles. Donc on en a des nombres assez incroyables. On en retrouve. La dernière histoire que j'ai, c'est dans ma maison de famille. Je décris ce problème au cours d'une visite guidée que je faisais dans mon village Colsheim. Et le racheteur de notre maison, de 153, me dit, écoute, j'ai l'impression qu'on a un mikvé chez nous. C'est là que je fais pousser mes endives. Et c'était exact. Il y avait dans sa cave une zone non bétonnée, enfin non, en terre pure, avec d'un côté qui avait exactement la taille d'un mikvé, et sur le côté, la petite niche pour poser la lumière. Donc on était bien devant un mikvé, alors que la légende familiale, c'est qu'on est des assimilés depuis tout temps et que ce genre de trucs, on ne le fait pas. Bon, on l'avait juste à la maison. Les cimetières, alors les cimetières doivent être éternels en théorie. En réalité, ils sont souvent détruits, ils sont oubliés. Mais bon, c'est le seul témoin au niveau national de l'art funéraire. Parce que rien ne ressemble plus à un cimetière juif, je dirais du point de vue pierre tombale, qu'un cimetière chrétien. Donc on a beaucoup de témoins de l'art funéraire dans les cimetières juifs. Alors on va parler du patrimoine immobilier, et non plus immobilier. Alors, je dirais que la plus grande partie du patrimoine mobilier, ça tourne autour de la Torah. Vous avez les Torahs elles-mêmes, c'est-à-dire les rouleaux de la loi sur du parchemin, leurs vêtements, leur habit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le manteau, le manteler en alsacien, donc leur manteau, la plaque de pectorale, les décorations, les ribbonimes, vous les avez aussi, vous avez également une main de lecture, un yad, vous avez une arche sainte, vous avez donné ça, et des mapotes, on va dire c'est la bande vélo des Torah, pour être, je sais que je suis un peu sacrilège, en fait c'est des linges de circoncision découpés en bandes et soigneusement décorés. Là je vous en ai un du XVIIe siècle je pense, et le deuxième à droite il est 19e. Donc on en a des centaines, hein, on en a probablement près d'un millier au musée alsacien à Strasbourg. Donc voilà un petit peu les grandes choses qu'on trouve comme mobilier. On va également trouver des lampes juives. C'est des lampes en fait médiévales, hein, qui sont faites pour contenir beaucoup d'huile. J'en ai vu par exemple au musée de Londres, au musée historique, qui n'était pas du tout juif, mais qui ressemblait à ça. Donc c'est des lampes qui contiennent de l'huile suffisamment pour brûler pratiquement 24 heures. Ensuite, vous avez des fontaines d'ablution. Dans le judaïsme, on se lave les mains en permanence. Des mezuzot qui signalent qu'on embrasse quand on rentre dans une maison qui contient la fameuse phrase du Shema Israël, on y reviendra. Des bessamim pour sentir la bonne odeur du Shabbat qui s'en va, des ranoukiot et des bancs de circoncision, par exemple. Là, j'en ai un d'Aubernais, je crois, au nom de Tan. Bon, ça fait partie du patrimoine mobilier. On le verra au fur et à mesure, en fait. Hein. Bon, vous voyez ici une carte de l'ADT qui date d'à peu près l'an 2000, où on a représenté tous les bâtiments juifs d'Alsace, toutes les implantations d'Alsace, mais surtout les restes, les mikvés, les synagogues, les cimetières, etc. Alors, vous voyez que c'est relativement dense, avec des pics de densité à Strasbourg, dans la région de Hanau-Lichtenberg, dans la région au sud de la région de... Bon, excusez-moi, là je frappe et j'ai un peu des trous de mémoire, la région de Sungau, etc. Donc, il y a des concentrations, mais bon, il y en a un nombre assez considérable et bien réparti. Alors, c'est ceux qui existent, hein. Ce n'est pas ceux qui ont existé, c'est ceux qu'on peut aujourd'hui, avec un petit effort, aller voir. Alors, et pour la dernière chose, on va se promener là-dedans, voir ce qu'on peut montrer à un touriste. Donc, on ne va pas tous les prendre, hein, sinon on est encore dans la semaine. Dernière remarque, j'ai découpé tout ça en petits territoires où un guide ou une personne ou un office de tourisme peut organiser quelque chose. Alors attention, je n'ai pas scrupuleusement suivi la répartition des offices de tourisme. J'ai pris des régions un petit peu à ma guise.
Dernière remarque, mes opinions sont personnelles et je les défends. Mais je ne vous demande pas de les suivre. Donc, négociez entre vous et on va se promener maintenant. On va commencer par Strasbourg. Strasbourg, c'est un gros problème, il faut marcher. Il faut marcher. Une visite de Strasbourg, ça, piétonnier, ben, on ne peut pas se garer, etc. Donc, ça prend quelques heures à pied. Ben, tant pis, on va se propulser. On va d'abord aller dans la synagogue de la paix, qui est un monument extrêmement moderne, qui était une très grande synagogue. Et plus qu'une synagogue moderne, assez froide, elle a une synagogue symbolique avec un certain nombre de choses symboliques à l'intérieur, les 12 colonnes, etc. Mais c'est peut-être un lieu encore plus symbolique de la recréation d'un judaïsme après la guerre. En 1946, c'est le grand doute. C'est le grand doute parce qu'il y a Israël qui est là, il y a eu la Shoah, les Américains ont piqué un maximum de documents parce qu'ils disent qu'il n'y aura plus de judaïsme européen. Donc on est vraiment dans une situation difficile. Est-ce qu'on va refaire une grande choule? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce qu'il y aura encore des Juifs dans 10 ans à Strasbourg? Et ça va mettre 7-8 ans pour être décidé, cette opération. C'est vers 53-54 qu'on décide de recréer une nouvelle grande synagogue. Donc c'est pas... Et c'est ça qui est important hein, du point de vue historique, c'est cette hésitation, cette espèce d'impasse où on se sent en 46. Bon, finalement, la décision est prise, on va construire une nouvelle synagogue. Je vous ai montré celle qui a été détruite au Quai Kléber, donc par les nazis. Alors, comme on dit, c'est des jeunes qui ont fait un incendie, sauf qu'on avait juste démonté soigneusement l'orgue et des choses un peu précieuses avant de l'incendier. Mais c'est des jeunes qui, par hasard, l'ont incendié. Il faut bien le savoir. Bon, passons. Donc, une grande synagogue, ça, c'est la vue lors de son inauguration. Et juste à côté, de la même époque, j'ai repris l'église Saint-Pierre-le-Jeune catholique. Là aussi, vous voyez qu'elles sont extrêmement semblables. Tour-lanterne octogonale, tour-lanterne ronde, mais tout le reste, c'est à peu près pareil. Et donc, souvent, je fais le coup à des touristes, je les amène devant Saint-Pierre-le-Jeune, je dis, voyez, on a la synagogue. Mais merde, on m'avait dit qu'elle était détruite. Ben, je dis non, vous voyez, puis je leur sors une vue de la synagogue qui est assez proche de ça. Et les gens mettent un petit moment à comprendre la différence. Bon. Et alors, je voudrais aussi dire quelque chose qui m'importe, c'est que Strasbourg, quand elle a construit le centre-val où était la synagogue, a rendu inconstructible cette zone et a mis à sa place quelque chose que j'aime bien, c'est l'allée des justes. C'est-à-dire que de la destruction est né, en fait, des gens qui sont justes, des faits qui ont essayé de sauver des juifs. Et ça me paraît important que, au-delà de la destruction, on ne soit pas larmoyant, mais on honore ceux qui ont essayé de sauver des juifs. Alors, je parle un peu vite, je vais essayer de ralentir parce que je suis assez bafouillant. Donc, toujours à Strasbourg, on se promène, et là, on se retrouve dans le plus grand et le plus ancien bain rituel français, qui est le Migvé de la rue des Charpentiers. C'est un bain rituel typiquement allemand. Le plus beau se trouve à une centaine de kilomètres, 1 heure et quart de voiture, je pense, qui est Spire. Alors, allez-y si vous avez le temps. C'est magnifique. Et c'est là que venaient les femmes juives vers 1200, de la communauté de Strasbourg. Je n'ai pas l'impression, mais encore ça peut se discuter, qu'au Moyen-Âge, on ait eu des mikvés communautaires. En tout cas, ce n'était sans doute pas le cas à Strasbourg. Ce n'était pas une maison privée. La synagogue est juste au-dessus. Alors, on va retrouver également, vous parlez tout à l'heure de l'importance de l'interaction judaïsme-christianisme. Là, quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans la cathédrale. Alors, il y a des dizaines de choses dans la cathédrale. Hein. Je peux vous emmener là-dedans, ça prendra 2 heures, mais on peut y aller. 2 juifs qui sont Nicodème et Joseph d'Arimathie, qui ont leur chapeau pointu, qui mettent le Christ en terre, enfin pas en terre, dans son sépulcre. Donc voilà, c'est 2 juifs qui mettent le Christ dans son sépulcre. Alors, petit détail, ces 2 juifs finiront par se convertir, par devenir chrétiens, suivre le Christ. C'est des bons juifs, mais c'est quand même des juifs. Donc il y a des bons juifs. Alors, autre chose, derrière, pas très loin de la cathédrale, vous avez un bâtiment Renaissance. Alors je trouve ça assez amusant de savoir que ce bâtiment, qui a servi à tas de choses, réfectoire de couvent, je crois même qu'à un moment donné, il était manège pour des chevaux, il est devenu synagogue provisoire, donc à peu près 48-49 jusqu'en 1958, inauguration de la grande synagogue, et est devenu, depuis, sans beaucoup de modifications, hein, vous repérez toute
on a fermé l'Arche Sainte, on a mis une croix devant, sans Christ d'ailleurs, pour que les protestants puissent venir, et il est devenu chapelle de garnison. Mais vous avez les ferronneries d'époque, etc. C'est assez amusant à visiter. C'est rarement ouvert, mais vous téléphonez à un aumônier, il vous emmène. Et enfin, il y a le monument aux morts aussi que j'aime bien, je trouve une certaine manifestation du judaïsme, où une femme a ses deux fils, un mort pour la France, un mort pour l'Allemagne, qui se serre la main, réconciliation, et qui est triste. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas des guerriers valeureux qui ont gagné la guerre, c'est bien des types qui sont morts partout et qui auraient dû être entre eux. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est juif. C'est un gars qui s'appelait Henri Lévy, qui est un industriel, qui était un adjoint au maire, qui était un vice-président de la communauté, etc., etc. Donc, qui faisait beaucoup de choses, qui a mené le comité pour l'érection de ce bâtiment, qui a présidé le jury qui a choisi ce modèle et qui l'a largement payé. Donc, pour moi, c'est quand même quelque part quelque chose qui est de l'ordre du judaïsme. On va continuer. Alors, à Strasbourg, on a 3 musées qui nous parlent du judaïsme. Je les ai mis dans l'ordre, pour moi, de leur importance. Alors, vous serez surpris, pour moi, c'est l'œuvre de Notre-Dame. Et là, j'ai un vitrail, et on va retrouver et on va aborder cette conception juif chrétien. Qu'est-ce que fait Moïse? Moïse devenu chrétien, Moïse devenu support du Christ, devenu, on dirait aujourd'hui fan du Christ, ou comme on dit, les gars qui sont dans les tribunes, devenu un évangélisateur, il faut dire, du Christ, qui explique aux Juifs qui sont en train de joindre les mains, donc en train de se convertir, que la vue du serpent d'airain, bon, excusez-moi, j'ai un téléphone, mais ma femme devrait prendre. Donc, Moïse explique à ces Juifs en train de se convertir, puisqu'ils croisent les mains, que le serpent d'airain, qui symbolise le Christ, puisque sa vue guérit. Alors ça, je crois que c'est dans l'Exode, je ne sais pas exactement où. Le serpent d'airain, sa vue guérit, comme le Christ, sa vue guérit. Et bien sûr, le serpent d'airain est sur un bâton, qui, en l'occurrence, est remplacé par une croix. Donc, on est en plein dans la problématique de la conversion du juif, qui est l'objectif des chrétiens, parce que on y reviendra. Alors, il y a le musée alsacien, qui a une énorme collection juive dans les réserves. Il y a 2 salles qui sont présentées. On est en train de revoir cette présentation, mais bon, ça sera pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup plus de place, parce que tous les dépôts de la Société d'études pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine sont là-bas. En principe, on ne garde rien. C'est l'ancienne Chiale pour ceux qui connaissent. On ne garde rien, on me dépose tout. Quand j'étais président, j'ai vu arriver, j'ai dit où sont les archives, et on m'a ramené 2 mauvais cartons, 2 boîtes archives, avec quelques listes de personnes. C'était toutes les archives de la société. J'étais un peu surpris, mais bon, je n'avais même pas la liste des membres d'il y a 20 ans, etc. dedans. Donc voilà, tout ce qui est juif est dans un musée ou dans les archives. Et là, j'ai choisi une pièce qui a été donnée au musée alsacien par notre premier président, Moïse Guérin-Burger, qui est une table qui récapitule une prière pour la République. Alors, ça vient du Gols, prière pour la République. C'est une prière qu'on fait au moment le plus solennel à la rentrée de la Torah pour demander à Dieu de protéger l'État français. Alors, on en a eu plusieurs versions. Là, c'est la première version puisqu'elle est faite pour l'empereur. Alors, par moment, après certaines, alors on le verra à Niederbronn, ont été repeintes avec le Kaiser, puis la République en 1918. C'est exactement le même texte, mais bon, on a les 3 couches successives quand on étudie le tableau. Et enfin, une synagogue conservée, une plaque de synagogue conservée au musée historique. Donc le musée historique a également des objets juifs, dont le fameux Grüsselhorn dont on a parlé tout à l'heure. Et là, la plaque qui était sur la synagogue des femmes, on verra plus tard ce qu'est une synagogue des femmes, et qui, plaque votive je crois que c'est la Dame Rachel. Bon, c'est un dessin parce que la plaque est assez peu lisible, donc j'ai repris un dessin. Je crois de Martin Weil, si je ne m'abuse pas. Et on peut aller un peu en dehors de Strasbourg, on va voir des choses qui sont assez extraordinaires aussi. D'abord, le cimetière de Königshofen, qui n'en finit pas de vouloir être restauré, mais qui n'est pas restauré, malheureusement. C'est des très beaux cimetières juifs alsaciens,
bien qu'il soit de 1800. Là où je vous ai présenté un petit peu pour m'amuser une croix qui ressemble étrangement à une croix nazie, c'est un signe solaire très utilisé dans le patrimoine alsacien, hein, dans le patrimoine paysan alsacien, le patrimoine public alsacien. Hein. Donc voilà, on l'a aussi bien sûr dans le judaïsme, et c'est bien sûr un signe solaire. On a un bar rituel à Bischheim. Alors, il a été écrit que c'était un bar Renaissance, puisque l'escalier Renaissance, manque de peau, on est en 1800 à peu de choses près, et la personne s'est contentée d'acheter un escalier du XVIe siècle pour faire son mikvé, et comme la nappe est assez basse, il fallait pas mal de marches, donc il a carrément transporté un escalier du XVIe siècle qui, au lieu de monter, descend. Et donc en bas, il y a de l'eau, etc. Ça se trouve au musée du bar rituel à Bischheim. Et enfin, il y a Wolfisheim, qui est une des synagogues qui a le mieux passé la guerre. Elle est très très belle. Et à l'intérieur, par exemple, vous avez un certain nombre de fresques dont ce bouquet de fleurs fait partie. J'ai trouvé que c'était peut-être mieux que de présenter des grandes choses. C'est pas très grand, mais ça fait une trentaine de centimètres. Et il y a pas mal de choses comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra bientôt y aller en tram. Et donc, on pourra faire tout ça assez facilement. Bischheim, le Königshofen, on y va déjà en tram. Et avec un Tcholgé, c'est mieux. Alors, on va changer de zone. On va aller dans ce que j'appelle la région de l'Alsace-Nord, mais la région près du Rhin. Il y a beaucoup, beaucoup moins de choses qu'à Strasbourg. La première ville qu'on rencontre, c'est Wissembourg. Alors, Wissembourg, il n'y a pas grand-chose actuellement à voir, point de vue juif. Mais, il va y avoir assez prochainement, enfin, j'espère, l'ouverture d'un musée de l'imagerie, qui est un musée Wenzel. Alors, il faut savoir que Wenzel était le grand concurrent de Pellerin à Épinal et qu'il a fait à peu près autant que lui. On est dans le même ordre de grandeur. Simplement, on parle d'Épinal, on ne parle pas de Wissembourg. Et donc, il a fait énormément d'œuvres sur le judaïsme. Là, je vous en présente deux. Une qui est un misrar, c'est-à-dire une pièce qu'on met à la maison et qui regarde sur le mur est et on prie pour les prières domestiques en se tournant vers l'est, donc vers ce tableau. Et une autre scène qui est la condamnation du Christ, pas la condamnation, mais la phrase du grand prêtre qui dit « Il vaut mieux qu'un homme meure pour que le peuple soit sauvé ». Autrement dit, il n'est pas fondamentalement d'accord avec le fait que Jésus doit mourir, mais s'il le remet aux Romains, il sait que ça va être le cas. Mais d'un autre côté, la situation politique est tellement difficile qu'il faut absolument éviter de ne pas être de tous les désordres à Jérusalem. Et donc, littéralement, c'est un geste politique. Hein. C'est Caïphe qui prononce cette phrase. Donc, c'est un thème extrêmement courant dans l'imagerie populaire. Et enfin, toujours à Wissembourg, vous avez sur le côté droit, près du cœur, une crucifixion qui n'est pas du tout tendre avec les Juifs. Alors, pas du tout. Là, vous avez une scène de pose la couronne d'épines, où les bourreaux ont des chapeaux juifs. Par contre, c'est vrai que c'est une très belle scène du point de vue pictural, c'est assez extraordinaire. Comme quoi. Bon, donc c'est à voir tout ça, à prendre aussi avec des pincettes. Vous voyez qu'on voit tout et son contraire. Hein. La même personne fait le misrar et la condamnation du Christ. Donc, sous le sous-forêt, qui est un petit peu plus au nord, elle est très belle, elle vient de récupérer ses bulbes. C'est quand même assez étonnant qu'on aille la restaurer à ce point. Elles ne sont pas tout à fait identiques aux précédents, mais ça aurait coûté encore beaucoup plus cher. L'intérieur est devenu un lieu d'accueil pour les sociétés d'histoire. Alors, il y a un petit oratoire, mais enfin, c'est plus une synagogue. Hein. Mais bon, ça vaut le coup, elle est très belle de l'extérieur avec une décoration en briques multicolores. Et tout près aussi, dans le même secteur, donc j'ai essayé de grouper au maximum dans un secteur ce qui était, le cimetière de Trimbar, qui reste à restaurer, mais il est plus une jungle. Alors, je veux dire que, au moins maintenant, on voit ce que c'est, mais il était beaucoup plus beau quand c'était une jungle, beaucoup plus romantique. Mais bon. Il nous raconte des histoires absolument incroyables. Il y a une Jeannette Weil, qui est une modiste qui va s'occuper à l'hôpital des gens en difficulté et qui va être tellement bonne qu'elle va recevoir le prix Montillon de l'Académie française aux gens les plus dévoués. Donc, il va y avoir un rapport du maire à Paris et Jeannette, femme extrêmement modeste,
va se retrouver décoré par l'Académie française. Et toute cette histoire est racontée sur la tombe. Donc, j'ai fait un article là-dessus, j'ai trouvé ça assez beau. On continue, toujours dans la même région, on a Agno. Alors, on a dit tout à l'heure, Michel a dit que Colmar était la deuxième ville après Strasbourg, ou en même temps que Strasbourg. Je crois que la deuxième ville, c'est Agno. Pourquoi? Ben parce qu'Agno était le siège du préfet d'Alsace, si vous voulez, le représentant de l'empereur pour l'Alsace. Et donc, la préfecture, c'était quelque chose d'important, la préfecture de Agno. Et c'est là que vers, je pense, 1240, arrivent quelques juifs. On a une synagogue qui reste, qui est assez belle, qui a été restaurée après-guerre, mais qui a gardé son arche-sainte d'origine, restaurée, qui a des vitraux qui sont sympathiques, qui ont été faits, alors je ne sais plus le nom de l'artiste, je l'avais savais ce matin, je ne sais plus, dans les années 50, mais qui sont très bien faits. Les femmes, et ça c'est un fait assez spécial, sont au même rang ou presque à la même hauteur que les hommes. Il doit y avoir 3 marches. Et effectivement, c'est à la règle, c'est-à-dire que c'est conforme à la juive qui demande une barrière d'1,40 m entre la partie femme et la partie homme. Donc on peut soit mesuré par les hommes. Donc on met soit une barrière d'1,40 m, soit on met 3 marches et puis une barrière d'1 m. Et tout le monde est content. C'est le cas de Benfeld, c'est le cas de Schirmeck, etc. C'est quelque chose que j'avais proposé pour la paix, mais le grand rabbin ne m'a pas suivi. Et donc, on a également les 2 pierres des anciennes synagogues de dédicace des anciennes synagogues de Haguenau, une qui datait du XVe siècle et une du XVIIe. Contrairement à ce que vous croyez, la plus qui a l'air bâclée, c'est celle du XVIIe, la plus régulière, c'est celle du XVe. La photo du XVe est de Jean-Pierre Kleitz. Voilà, c'est une synagogue qui date de 1820, par architecte Léopold, bon, les vitraux et les pierres votives. Il y a un cimetière aussi à Haguenau. Là, j'ai présenté une vue un peu générale. Il est extrêmement bien entretenu. On a une tombe de 1652. C'est pas la plus ancienne, mais c'est quand même pas mal. On peut supposer que le cimetière médiéval de Haguenau, qui est attesté pratiquement au XIIIe siècle, XIIe siècle, et XIIIe, et était tout près de celui-là. Est-ce qu'il y a eu des constructions dessus? Est-ce qu'il est dans l'espace vide du cimetière? On n'en sait rien. Mais bon, c'est un lieu assez intéressant parce que maintenant, il est enherbé. À un moment donné, ils ont fait du chimique. Là, il y en a encore un peu. Et il y a des pierres quand même sur 300, faites le compte, hein, on a des pierres sur 300 ans. Donc, c'est sympa. On peut continuer. Alors, toujours près de cet endroit, il y a Brumat. Alors, Brumat, on n'y va pas tellement. C'est assez marrant d'ailleurs. Les gens n'ont pas tendance à aller à Brumat. Or, c'est une synagogue qui est assez extraordinaire. Elle a été faite par des gens qui s'appellent Zagovitz et Morin en 1846. Alors, contrairement à la plupart des synagogues qui laissent entrer la lumière, c'est un bunker. Il n'y a pas de fenêtre au premier étage. Par contre, la tribune des femmes n'a aucune pilier pour le soutenir, elle est très étroite, ce qui fait qu'on a l'impression de largeur, d'espace. On a une chaire pour le rabbin, alors, on la voit à droite donc de l'Arche Sainte. On a une Arche Sainte qui est absolument monumentale, une petite ville, on va dire. Donc on a la chaire, on a des inscriptions un peu partout. En particulier, on a un harmonium de chez Prestel, mais qui date des années 1900 à peu près, peut-être un peu avant, et qui joue toujours. Et quelque chose que j'aime bien, c'est les lustres et tout ce qui est ferronnerie, qui a été faite dans les années 50 par les élèves de l'ORT, une école donc de reconstruction par le travail, c'est la suite de l'école de l'ERT, qui était à l'époque une école qui faisait plus du travail manuel, ça c'est fini maintenant, et qui avait un atelier de ferronnerie. Et donc les étudiants, les jeunes apprentis, faisaient de la ferronnerie. Et un peu partout en Alsace, on a des synagogues avec des ferronneries Hort des années 50. Ils sont toujours assez jolis. Hein. Là, vous en avez toute une belle collection à Brumat. Et vous avez un cimetière derrière, dont la grande spécialité, c'est d'avoir été à plusieurs reprises profané et qui reste quand même très beau. Chaque fois, on a pu le restaurer. On va continuer en changeant de zone et en allant dans ce que j'appelle le Hanau-Lichtenberg étendu. Quand on va de le Hanau-Lichtenberg étendu, il faut commencer absolument par le musée judéo-alsacien de Buxwiller. Alors, il est plutôt spécialisé dans le judaïsme rural, mais en fait, il parle d'à peu près tout ce qui concerne le judaïsme alsacien. Alors, c'est l'œuvre de Gilbert Weil que vous voyez en bas à gauche, qui vient de mourir. Hein, il est mort
samedi ou vendredi soir, ou samedi dernier, je pense, qui était un enfant de Buxwiller. Alors, il a fait toute une saga, mais bon, on ne peut pas partir là-dedans. À lui-même, Gilbert lui-même était un patrimoine. Hein. Et ce musée donc, vous permet de connaître tout le judaïsme. Alors, c'est des salles qui sont toutes petites, en plan incliné, et vous vous retrouvez au sommet de ce bâtiment. Là, que j'ai représenté, la deuxième diapo en bas, c'est le bâtiment. Donc, vous montez dans cet espace qui est entièrement utilisé par une espèce de plan incliné, du gigantesque plan incliné, et avec des petits élargissements, puis ça se rétrécit, puis c'est un élargissement. Et chaque fois, donc, un sujet est traité. Dans le premier c'est un couloir, c'est l'histoire, parce que l'histoire est quelque chose de linéaire. Puis ensuite, on va traiter le manger, la langue, etc. Ça sera dans une grande pièce, parce que c'est des choses intangibles, etc. Puis les fêtes, puis la vie, les étapes de la vie, le mariage, etc., la mort, etc., jusqu'à la Shoah, qui est simplement représentée par un espace noir, et on termine par l'après-guerre, c'est un espace coloré. Donc, c'est assez étonnant, ces espaces qui sont très rythmés, et Gilbert a utilisé beaucoup de copies, parce qu'il ne voulait pas qu'un objet susceptible de servir au service sacré soit dans une synagogue. Donc, il a pris soit des objets préformés, ou, par exemple, les Torahs, il a pris des Torahs qui étaient soigneusement abîmés. Donc irrestaurable, etc., etc., etc. Et donc là, vous avez aussi des petites scènes en céramique qui représentent des choses, les petites scènes de la vie juive. Là, on va le voir bientôt, on le verra plus tard. C'est une scène de la vie, juive. C'est, ça s'appelle la holocrache. C'est un petit peu le baptême, si vous voulez, le don du nom, donc c'est un peu ça, à une petite fille. On ne peut pas les circoncire, les petites filles, on n'est quand même pas des. Donc, on va leur faire une cérémonie spéciale. On va la secouer un petit peu, on va la secouer 3 fois dans son berceau. Voilà. Alors, vous avez cette scène, on la verra en gros. Et à droite, vous avez une synagogue. Il a refait une petite synagogue aussi pour qu'il y en ait une. Donc, voilà cette scène extraordinaire. Elle doit faire 20 cm de haut, 30 sur 30 de large. Hein, c'est pas. Et c'est fait en céramique sur le dessin de Gilbert par un artiste breton. Donc, voilà quelque chose d'assez joli. Donc, on continue à se promener. Il y a 3 lieux qui forment ensemble un magnifique ensemble. Alors, au milieu, vous avez le cimetière de 2 communautés qui étaient Orfelden et Pfaffenhofen, essentiellement, parce qu'il y a une quarantaine de communautés qui enterraient Pfaffenhofen. Alors là, vous voyez la vue aérienne, c'est immense, puis un arbre auprès duquel 3 tombes sont posées. Alors, j'aurais pu montrer des pierres magnifiques. J'ai préféré cette photo qui est un petit peu triste quand même. Voilà ces pierres qui ont été enlevées de leur emplacement puis qui ont été mises contre un arbre pour pas qu'elles se cassent la gueule. C'est une espèce de pyramide. Bon. Point de vue artistique, c'est très bon. C'est Michael Ben David qui avait fait ça à son époque. J'aime bien. Donc, quand on 2000 tombes, on a bien sûr les styles, etc., des pierres très simples, des pierres très compliquées. Et ce qu'on remarque, alors, c'est que les pierres du XVIe siècle sont très simples. Puis, on a une période où c'est, je dirais n'importe quoi. On a d'immenses coquilles de Saint-Jacques. Alors, la coquille Saint-Jacques pour des juifs, c'est pas vraiment évident à interpréter. Et des choses comme ça, on a des choses un petit peu amusantes. Un cerf qui court pour Nephtali, au pied agile, donc il y a un cerf, etc. Des gens qui sont de la tribu de Nephtali. Donc on a à la fois du symbole et puis du décoratif pur. On verra quelque chose qui est intéressant, que j'ai mis un peu après. En Orfelden, juste à côté, une synagogue de 1841. Alors c'est une synagogue classique, mais elle est, pour moi, une synagogue médiévale qui a été à peine transformée. C'est-à-dire que son volume est à peu près le même que celui de la synagogue de Rouffach, qu'on verra plus tard. C'est une synagogue classique qui a conservé son arche sainte, un peu modifiée à la guerre. Sa galerie des femmes, et c'est la première en 1841 qui supprime les piliers pour la galerie des femmes. Parce que vous imaginez l'espace des hommes avec des piliers au milieu, on va en voir, c'est atroce. Donc on va mettre les femmes et on va suspendre la galerie aux poutres du plafond. Alors la deuxième qui était faite comme ça, c'est Buxwiller, mais ils prennent peur quand ils voient ça. Donc ils rajoutent en vitesse des piliers. Orfelden a le courage de les garder, apparemment sa tenue, puisque c'est toujours là, et c'est toujours les mêmes tirants et la même charpente. J'ai été me balader là-haut la semaine dernière, donc je peux vous le garantir. Donc une galerie des femmes, l'escalier central.
Donc, et quelque chose d'assez amusant, vous montez pour entrer dans le sas d'entrée, enfin dans le vestibule d'entrée, et vous descendez pour aller dans la synagogue, puisque c'est des tréfonds que monte la prière vers l'Éternel. Donc c'est un psaume, et donc on le traduit en faisant une synagogue en contrebas de son entrée. C'est pas une cave, hein. Une synagogue ne peut pas être une cave, ça doit être un endroit éclairé. Donc tous ceux qui vous disent ah bah, il y a une inscription juive, c'est une cave, bah, c'est qu'ils sont un peu trompés. Enfin, à l'extérieur, vous avez Pfaffenhofen, à côté Pfaffenhofen. Alors c'est une synagogue de 1794, donc fin 18e, et c'est aussi comme Orfelden, qui est un reste du Moyen-Âge, elle, c'est un reste du 18e. Vous avez au rez-de-chaussée des pièces de service, on va dire, une cuisine, etc. Au premier étage, vous voyez deux grandes fenêtres, et ces deux grandes fenêtres vous signalent que on est à l'est, l'Oculus aussi vous dit on est à l'est, et entre les deux fenêtres se trouve l'armoire de Torah. C'est toujours comme ça au 18e. Les synagogues, souvent en étage, pas toujours, mais très souvent en étage, et entre les deux fenêtres, l'Arche Sainte. Et on en verra un certain nombre d'exemples de l'époque. Donc, Pfaffenhofen est quasiment invisible de l'extérieur. L'intérieur est extrêmement riche. Vous voyez là l'Arche Sainte, qui est un polychrome, qui est assez magnifique. C'est de l'art populaire alsacien. Donc, c'est le seul exemple subsistant de une synagogue commune au XVIIIe qui soit parfaitement visible. Là, je vous avais promis quelque chose d'Ettendorf. C'est une vue rapprochée d'une pierre tombale, 18e. Et là, vous avez quelque chose d'assez incroyable. Vous avez un cœur et une tulipe qui pousse sur le cœur. Le cœur, c'est l'âme. La tulipe, c'est la renaissance, puisqu'elle renaît tous les ans de son bulbe. Donc, c'est cette idée de permanence de la vie, de renaissance possible. Et là, c'est la renaissance de l'âme, ou c'est l'âme qui permet la renaissance de la vie. Je ne sais pas dans quel sens l'interpréter, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je n'ai jamais vu ailleurs. Vous voyez comme quoi la symbolique permet d'aller très loin. On continue, donc on est à Pfaff. Paf, c'est aussi faire la fête. Vous voyez la taille de la synagogue, elle fait une maison de 3 étages, donc une dizaine de mètres de haut. Hein. Et elle fait à peu près ça, c'est une synagogue carrée. Donc c'est exactement la même taille que Roufac. Exactement, à 1 mètre près. Hein. Et le même toit. Donc on continue, et toujours à Pfaff, alors le Guisef, c'est pas un Guisef, la fontaine à eau, décorée. Alors c'est pas celle d'ici, c'est celle de. Si, elle était de là-bas. Elle était de là-bas. Il y a une colonne, mais qui vient de Wittenheim aussi, dans le même style. Donc voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez étonnant avec son Elle n'est bar. pas de Strout, celle-là? Hum. C'est pas de Strout? C'est pas? Le Guisef, il n'est pas de Strout? Non, pourquoi? J'avais C'est pas un l'impression, mais Guisef. C'est pour ça que je dis c'est une fontaine. Un Guisef, c'est du métal. Hein. oui. Voilà. Donc on va quitter cette partie pour aller de l'autre côté du musée judo alsacien à Weiterswiller. Alors Weiterswiller, c'est une petite église avec des juifs dans l'église protestante. Et là, vous voyez euh, Simon de Cyrène qui aide le Christ à son chapeau juif. Également, le prophète qui annonce le christianisme a son chapeau juif. Par contre, il y a aussi un juif dans la garde qui arrête Jésus. Nul n'est parfait. Et la synagogue est octogonale, parce que la rue est octogonale, et elle vient d'être faite. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez étonnant. Le cimetière est en hauteur, il n'est pas spécialement beau, mais il est extrêmement bien situé, il est très très charmant, très calme. Donc, si vous voulez vous faire enterrer, convertissez-vous et allez à Valentine-Tuilaire. C'est vraiment être enterré là-bas, c'est vraiment un privilège. Et Neuvillers-les-Savernes. Alors, Neuvillers-les-Savernes, il y a deux choses importantes. Outre une synagogue qui est en train d'être remise en état, ça c'est nouveau. Euh, donc, les Juifs sont dans l'église. Et vous voyez, là, ils vont se convertir, ils joignent les mains. Vous en envoyez un. Au passage, un évêque, alors c'est Saint Adelphe, et qui est un évêque extraordinaire, qui aimait même les Juifs et les Grecs, dit-on, et qui donc, et que les Juifs aussi révéraient. C'était l'évêque de Metz qui va passer et qui va être enterré officiellement à Neuvillers, c'est pas vrai, mais ça fait rien. Euh, et donc, il y a cette tapisserie qui rappelle cette histoire, et on a représenté des Juifs en train de se convertir. Vous voyez toujours cette obsession de la conversion. À côté, il y a un lieu fabuleux, qui est un mur de l'enceinte. Alors, vous imaginez un mur assez énorme d'enceinte d'une ville fortifiée, riche. Et donc, dans ce mur, à un moment donné, vous avez des inscriptions
sur les moellons d'à peu près, sur chaque moellon, vous avez un nom, pas sur chaque, sur une vingtaine de moellons, vous avez un nom, et c'est un prénom en général. Donc c'est le prénom de la personne qui a été enterrée au pied de cette muraille. Alors c'est un système de deux murailles en fait, et là on est entre deux murailles, mais la deuxième a disparu, donc c'est sur la principale. Et donc, et ces inscriptions sont conservées. Alors malheureusement, je dirais aujourd'hui, le mur a été rejointé de manière absolument sauvage. Il y a du plâtre partout, c'est dégueulasse. Je crois que c'est le mot qu'il faut dire. On a fait plusieurs réunions pour remettre en état ce lieu avec Alors, le propriétaire, c'est Consistoire, qui a une bande de terrain de 2 mètres, mais c'est utilisé par une association qui s'occupe d'enfants qui viennent faire des classes vertes et d'autres choses, hein. Et donc, ils devraient normalement mettre ça en valeur. Alors, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Conclusion, ils ont mis le compost juste à l'entrée du passage, qui permet d'y accéder. Donc ça pue. Il y a des arbres qui cachent de plus en plus la vue. Ils devaient être enlevés. Ils continuent à grandir. Donc moi, j'emmène plus personne là-bas, parce que je trouve que c'est assez honteux. Et c'est tellement beau, c'est tellement émouvant surtout. Et imaginez ces hommes, alors c'était la guerre de 30 ans, ils ne pouvaient pas aller plus loin au cimetière, ces hommes qui vont enterrer leurs morts. Alors il y a pas de sculpteur, il n'y a rien, donc ils vont prendre leur burin, et ils vont tailler le nom de la personne qui est décédée. Alors, là, c'est une très belle, on en verra une deuxième très belle, je ne sais plus laquelle c'est celle-ci. Mais il y en a qui sont totalement à peine lisibles et qui sont totalement infantiles comme sculpture. Donc voilà, et Ingvillers, alors Ingvillers, ça a été construit sur la cave de l'ancien château. C'est une synagogue qui a été beaucoup, beaucoup modifiée. Elle était classique au début, elle termine en 1910 à peu près dans cet état, c'est-à-dire résolument germanisée avec un clocher à bulbe. Bon, elle est très remaniée. Malheureusement, l'intérieur est refait après-guerre. Elle est très, très profanée. Et je dirais que soit apporté à sa restauration, il y a certains anachronismes, moi, qui me dérangent. Mais bon, après. Mais elle est très visitée, hein, parce qu'elle est très impressionnante. Donc, quelques photos un peu amusantes. Le dernier mariage à Étansvillers, les petits garçons en culotte courte et en blouse, une dame qui sort de son ménage, une dame très habillée, une strasbourgeoise, etc., etc. Je trouve cette scène assez amusante. La petite fille derrière est entablillée. Donc, on ferait plus ça aujourd'hui, hein. Donc, c'est Weiterswiller au temps de sa splendeur. Enfin, ça commence à être sérieusement décrépit. On revient à Ingvillers. Ingvillers, vous avez incorporé dans le mur, à l'ouest, il faut y aller, et vous avez les restes de la première arche sainte d'Ingvillers, mais pas de cette synagogue, de la synagogue qui se trouvait dans la rue à l'époque, la rue des Juifs, aujourd'hui la Mittelgasse, probablement le premier étage. C'était pas une synagogue pauvre, quand même, pour se payer ce genre de sculpture au-dessus de l'Arche Sainte. On n'est pas dans le domaine du petit truc oublié. Et une autre pierre, au dehors c'est Moshe, hein, mais il y a le M, et Moshe, donc à De Villers, et là vous voyez qu'ils ont été collés du plâtre dans les trous. Ils ont dû faire ça à la taloche, enlever ce qui était en trop, et puis voilà, il y en a qui est resté. Au moins qu'ils aient cru intelligent de faire ça pour faire qu'on soit lisible, mais je ne crois pas. Voilà. Donc, on va toujours rester dans la région. On va aller à Gundershofen, cher à Raymond Lévy. Il y a des très belles pierres, mais la synagogue a été privatisée. Bon, elle a été d'abord servie à la sécurité sociale, maintenant elle est immeuble privé, mais elle est bien respectée. Et il y a des pierres assez extraordinaires, il faut y aller. Donc, une pierre en relief, qui sont quand même assez rares. À côté, vous avez Reichshofen, toujours Gérard Raymond. Alors, c'est une des plus anciennes synagogues au niveau mondial construite en style néo-byzantin. Alors, l'intérêt, c'est d'abord son unité, parce que la porte d'entrée, l'Arche Sainte, etc., c'est le même motif. Ça se répète. Le deuxième intérêt de cette synagogue, c'est quand même le bricolage absolu qui est fait à partir de ferronnerie de chez De Dietrich. C'est quand même assez incroyable la manière dont c'est fait. Et c'est vraiment une des synagogues où il faut aller. Avec Orfelden, Brumat, c'est des synagogues où je vais volontiers, mais c'est un petit peu excentré, c'est vrai, il faut avoir du temps. Juste à côté, vous avez une autre petite ville qui est Oberbronn. Alors, Oberbronn n'a plus sa synagogue au 19e siècle. Elle a été détruite par les nazis. Elle a un petit cimetière qui est charmant, qui doucement se remet en place.
Je l'ai Non, vu pas fauché, je l'ai vu en brousse. Maintenant, il est déjà bien fauché. Il y a quelques pierres qui se redressent, donc ça avance. Et de nombreuses maisons juives. Alors, il y en a la plus luxueuse du village, une des plus luxueuses, est une maison juive avec un mikvé, une mezouza, etc. Mais j'ai préféré vous montrer ces deux petites maisons-là, qui sont des maisons. Alors, celle-ci est une maison juive, l'autre aussi, je crois. Et c'est des trucs absolument minables, misérables. Oui, il y a des juifs riches, mais il y a des juifs très pauvres. Je crois que c'est important de se dire qu'il y avait une communauté. Dans la communauté, il y avait des juifs très riches, des riches très pauvres. Tout le monde s'entraidait. Il semblerait qu'on distribuait dans certains villages un papier à tout le monde le Shabbat matin avec le pauvre qui l'inviterait à sa table. Jean-Pierre, Oui, la synagogue de Babronne n'a pas été détruite par les nazis parce qu'ils en avaient fait le siège du parti, NSDAP. elle a été terminée Elle a, après. elle a été détruite par les bombardements américains de la Libération en 1945. Ok. Donc voilà, excuse-moi Raymond, Oui, oui, non, mais je c'était. ne me rappelais pas. Donc on retrouve la synagogue de Gundershofen, qui est quand même une jolie synagogue, hein, qui reprend un petit peu certains des thèmes quand même de Reichshofen, qui est pas très loin, hein, qui est juste à côté même. Et l'intérieur de Reichshofen, alors vous avez une arche sainte qui est absolument magnifique, exactement avec les mêmes motifs que l'extérieur. Et je vous parlais tout à l'heure de ces inscriptions avec la prière pour la République. Voilà celle en français, parce qu'il y a une hébreu qui est de l'autre côté, de Reichshofen, qui effectivement a le texte pour la République. Et donc, c'est la troisième version, les deux autres sont encore en dessous. Donc, ça a été démontré récemment par Raymond. Euh, et, parce qu'au début, on pensait que c'était la première République, ça aurait été extraordinaire que la troisième République, avant Napoléon, la synagogue est construite à la jointure Troisième République Napoléon, ait pu passer l'histoire. En fait, elle a été repeinte, semble-t-il, à chaque fois. Mais le cadre est resté. Et la cerise sur le gâteau, donc toujours à Barbronne, la synagogue du XVIIIe siècle, que Raymond m'a indiqué. Et là encore, vous avez donc les deux fenêtres, la place pour l'Arche Sainte, les oculus. Alors tout ça, ça a été comblé, mais c'est bien là. On n'a jamais réussi à rentrer dedans, c'est un de mes souhaits le plus cher depuis pas mal d'années. J'aimerais bien voir ce qui s'y passe, mais bon, pour l'instant, on n'a pas. C'est tout petit, hein, ça a l'air grand, mais c'est tout petit. Ça fait 50 mètres carrés, hein. Et le socle est encore plus petit. Mais enfin, vraiment, une synagogue 18e, ça peut être ça. On va aller à Strout, à Sarre-Union à côté. Alors, Sarre-Union, c'est très célèbre par les profanations de son cimetière. Le cimetière est beau. Il a été restauré, alors pas complètement, je crois encore aujourd'hui, mais euh, il a été restauré. La synagogue était très belle, surtout son intérieur a été démonté, parti à Jérusalem. Tant que ça soit beaucoup plus, pour que ça soit connu au moment où ça a été fait. Bon. Et il y avait une collection également au musée. Alors la collection du musée, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il y avait un petit musée avec une belle collection juive. Le musée a été fermé. On parlait de le réinstaller dans la synagogue. Pas un musée juif, un musée qui avait du judaïsme. Et il n'a jamais été réinstallé. Je ne sais absolument pas ce que sont devenues les collections. On en reparlera un peu, on va voir des choses. À Dibringen, la synagogue, alors c'est 1868, mais elle est assez restaurée. Et la maison communautaire sont tout à fait voisines. On a un très beau cimetière qui date de 1770 avec quelques tombes. Donc celle que je vous présente, qui est quand même une tombe tout à fait étonnante, et pratiquement que le prénom, quoi. C'est ultra simple, c'est des plus étonnants d'Alsace. Et l'Arche Sainte, elle est plus classique, hein, avec bien sûr du Niederbronn en bas. À Strout, vous avez une synagogue alors, qui est assez extraordinaire. Il faut aller à Dibringen, il faut absolument aller à Strout. Au XIXe siècle, donc la ville est majoritairement juive. C'est partie de ces fameuses villes où alors, il y avait quand même une église, mais il y en a où il y avait plus des villes, où il n'y avait pas d'église, il y avait juste une synagogue. Donc, synagogue de 1835, donc classique, classique, classique. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en 1903, on a envie quand même d'en faire une synagogue moderne. Et surtout, on a envie d'être comme les autres, donc d'avoir une église. Donc on va lui rajouter une abside énorme. Il y a un peu par rapport à la synagogue, je ne sais pas quelle double la taille, mais presque. Et on verra l'intérieur après. Et donc vous avez d'un côté, vous avez l'abside, de l'autre côté, vous voyez un bâtiment strictement classique. Alors, le soin quand même est apporté, vous voyez le soin apporté à la décoration. Vous avez quand même on appelle ça des macarons, je crois, autour des lustres, autour des descentes de lustres, qui sont assez extraordinaires, très très travaillés.
Ça peut d'ailleurs être des choses qui viennent de Nancy, hein. Ils vendaient, en Lorragne, ils fabriquaient ce genre de choses qu'ils vendaient en papier mâché avec lesquels ils collaient. Et donc, voilà le fameux cimetière de Sarre-Union après sa destruction. Vous voyez les tombes par terre un peu partout. Alors, on a une chance quand même, moi, je dirais, dans le malheur. Vous voyez, là, il y a une pierre tombale qui est descendue, là, il y en a une autre. Il y en a oui, c'est vrai que vous ne voyez pas ma souris. Euh, mais bon, vous avez vraiment une quantité de pierres qui sont détruites. Donc, bon, bah, il fallut les remonter, hein. Trouver les familles, puisque la tombe est une propriété de la famille, faire jouer les assurances, etc. Si on voit tout ça, Heureusement, la partie la plus ancienne n'a pas été touchée. Ils sont surtout attaqués à des monuments debout du 19e qui est facilement renversable. Et alors, on revient à Dibringen, et là, vous voyez, quand ils ont arrêté l'école, ils ont oublié d'effacer le tableau. Et donc, je suis passé là-bas 30 ans après, 30-40 ans après. Le tableau avait toujours la dernière leçon d'école juive. Alors, je pense que j'ai demandé qu'on mette une plaque en plexi dessus, parce qu'il fallait absolument le garder, et bon, je l'ai photographié. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant et d'assez émouvant quand vous le trouvez. Et là, je reviens à l'intérieur de Strout. Vous voyez que l'intérieur, l'extérieur, vous voyez cet aspect absolument monumental. J'appelle ça de l'autel. Alors, c'est l'Aron Kodesh, l'Arche Sainte. Ça ressemble étrangement à une église, quoi. Et avec un travail de pierre assez étonnant. Bon, c'est une région où on produit beaucoup de pierre. Et on a de très bons sculpteurs sur pierre. Enfin, faut quand même le faire, comme on dit. On va continuer sur une autre région qui sera ce que j'appellerais le Piémont des Vosges barinoises. On va suivre un petit peu les Vosges. On va commencer par Saverne. Saverne qui a une synagogue. Alors, je dirais, il faut regarder la silhouette. L'intérieur a été entièrement refait après-guerre. On a réduit la longueur de moitié. La communauté était toute petite, donc c'était plus la peine d'avoir une grande synagogue. Donc, il y a toujours un oculus, mais il est éclairé par un néon, etc., etc. Bon, ça reste quand même quelque chose avec sa grande tour, c'est pas une tour, on va dire son clocher, un petit peu style, on se croirait un peu à Munich. C'est un peu étonnant. Bon, j'irais plutôt voir de l'extérieur. Et un cimetière, je sais pas si j'ai pas de photo du cimetière. Oh, bon, je suis déjà marmoutier là. Ah bah s'il y a une photo du cimetière à droite, mais je ne la vois pas puisque j'ai la galerie. Faudrait que j'essaie de l'enlever. Moins. Hop, voilà. Voilà. Euh, donc vous avez un cimetière avec une tulipe. Moi j'aime beaucoup les tulipes, c'est la saison, donc vous en avez mis pas mal. Un tulipe, la tulipe toujours qui renaît de ses cendres. Là, ils ont carrété. Ils n'ont pas mis le bulbe, ils ont mis le pot. Il faut savoir qu'aussi au XVIIe, la tulipe est quelque chose d'assez rare et d'assez cher. On va aller à Marmoutier. Alors Marmoutier, ça mérite vraiment d'y rester un certain temps. C'est également une très ancienne et très importante communauté juive. Il y a déjà 20 familles en 1689. Je pense que la première synagogue doit dater des années 1630. Elle est toujours là. Euh, difficile à comprendre. Je pu rentrer dans une partie de la maison, le reste a été massacré, mais celle que j'étais a été massacrée aussi. La maison a été coupée en deux, etc. Mais je pense que c'est la maison de 1575, donc là, et en plus, elle appartenait aux Ribeaupierre, et les Ribeaupierre étaient les seigneurs, donc ils ont dû monter une synagogue quand ils ont fait venir les Juifs pour eux. Et ça se trouve assez souvent, ce genre d'histoire. Et donc, est-ce le fait de l'abbaye? J'en sais rien. Qu'il y ait une abbaye, il y avait donc, quand il y avait une abbaye, il y avait des richesses. Quand il y avait des richesses, il y avait du commerce. Est-ce que c'est ça? Mais toujours-est-il que Marmoutier et Neuvillers sont deux très grosses abbayes. Donc, il y a le musée du patrimoine du judaïsme alsacien. Alors, j'ai représenté les deux créateurs. J'ai mis Pierre Katz, l'amiral Pierre Katz, puisqu'il était amiral, inspecteur général de la marine, et Bernard Hoff, qui est l'actuel directeur, qui ont construit, les deux copains, là, ils ont construit une synagogue. Alors, Pierre est mort, Bernard est toujours vivant. Je dirais tant mieux, mais bon, c'est quand même les deux copains qui ont construit le truc. Et donc, ils ont fait un musée du judaïsme alsacien, entre autres. C'est patrimoine et judaïsme alsacien, qui est assez beau dans une maison qui a servi au rabbin. C'est une maison juive, il y a encore un mikvé dedans. Et il faut s'imaginer que sur l'Oriel, il y avait un toit qui pouvait se relever. Et donc, pour Soukot, on relevait le toit et on arrivait donc à quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'on avait une souka sans sortir. C'était assez courant en Alsace, on l'avait aussi,
paraît-il, dans la maison d'Imer, donc celle de mes grands-parents. Une synagogue qui a été transformée en salle polyvalente, on va dire, mais qui conserve encore quelques restes. Et il faut savoir que Marmoutier est la ville de naissance d'Alphonse Lévy, donc le grand dessinateur, et c'est également la ville de naissance d'Albert Kahn, le grand philanthrope. Donc, on dirait la probabilité d'avoir quelqu'un de bien là-dedans, c'est une communauté riche, des gens riches, donc c'est pas improbable que des enfants de la communauté réussissent. Alors, Marmoutier, quelque chose qui est assez amusant, c'est le dernier achat du musée qu'ils m'ont demandé d'expertiser. C'est un tableau d'en bois d'à peu près 1 mètre de long, 1 mètre 20, 30 cm, 40 cm de haut. Et vous avez à droite complètement Moïse qui lève le doigt de manière assez péremptoire, qui donc va parler aux Juifs. Les Juifs sont à côté, et il y a ceux qui sont au pied du mur des lamentations, qui se lamentent, qui sont vraiment misérables, mais qui sont là, fidèles, mais ça ne va pas pour eux, quoi. Ils sont complètement. On voit des mendiants, on voit des gens qui se lamentent. C'est la scène principale, c'est montré par 2 anges. Pas la déchéance, mais la pauvreté du peuple juif. Et à gauche, vous avez une synagogue, les yeux bandés, bien sûr, qui ne comprend pas ce qui se passe, mais qui est très belle toujours, comme l'a dit Michel. Et en dessous, vous avez une phrase: écoute Israël, Shema Israël, etc. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu. Autrement dit, Moïse dit au peuple juif et à la synagogue: convertissez-vous, parce que il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le même. Alors arrêtez de jouer les bijoux, convertissez-vous. Et voilà la signification de cette chose. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au musée de Notre-Dame, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve à des dizaines d'exemplaires en Alsace et ailleurs. Simplement, il faut savoir le lire et le trouver. C'est une belle bande dessinée, je trouve, quand même. Ou un rébus. On va aller juste à côté dans une petite communauté que j'aime bien, qui a une histoire intéressante. C'est Romansviller. Là, les Juifs sont appelés par le Seigneur. Le Seigneur vend, après la guerre de 30 ans, le village est ruiné. Du coup, la ville va le vendre à un Autrichien, je crois, qui va arriver ici. Et ce Seigneur, la première chose qu'il va faire, sa communauté ne va pas, il appelle des Juifs. Il leur offre sans doute une synagogue et très probablement un cimetière pour qu'ils puissent s'installer. Et donc, le cimetière est toujours là. Il n'y a plus de tombes très anciennes, je ne sais pas pourquoi. La synagogue est toujours là, elle est devenue salle de répétition de la musique municipale. Donc évidemment, l'intérieur a été un peu démonté. Il y en a une partie qui est démontée à la guerre aussi. Et donc, il reste quand même quelques très beaux vitraux. La synagogue d'origine. Alors, les deux. C'est quand même une histoire assez amusante. Les vitraux sont très beaux. Bon, il faut aller aux répétitions pour les voir. Juste à côté, vous avez un autre village qui s'appelle Westhofen. Alors, il y a 4 km. Alors, la communauté ne se crée pas très tôt. On a souvent dit qu'elle se crée vers 1550, c'est 1630. Effectivement, Balbronn se crée très tôt, mais elle, c'est plutôt plus tardif. Et donc, si on se balade dans le village, on va voir pratiquement à chaque pas. Alors, c'est une très grosse communauté. Hein. C'est la plus grande d'Alsace jusqu'au milieu du 18e. Après, il y a Bicham qui va devenir passer devant. Et donc, une déambulation dans le village, on voit un tas de choses. On voit une boucherie juive avec des barreaux extrêmement serrés pour empêcher les chats de rentrer, ou les rats, mais ça, c'est plutôt les chats. Les rats, ils sont plus petits. On voit une synagogue qui est très belle, qui est clos et couvert, qui est une synagogue des années 1860, je crois, en style un petit peu mauresque, un petit peu orientalisant. Et comme Reichshofen, elle est entièrement uniforme, c'est-à-dire qu'il y a la porte d'entrée, l'intérieur, tout ça. C'est le même style, les fenêtres, l'Arche Sainte, et un cimetière. Alors, le cimetière, on ne voit plus rien, les nazis c'est le seul d'ailleurs qui a eu ses sorts, l'ont utilisé pour faire une carrière de pierre. Et donc, ils ont fait des pavés. On a maintenant, les gens ramènent les pavés qui viennent de la synagogue, du cimetière, ils sont mis au cimetière. Donc, on a une montagne de pavés. Bon. On a des pierres tombales qui rentrent aussi de cours de ferme, puisqu'elles servaient à paver les cours de ferme. Alors, quand les gens dépavent leurs cours, ils nous ramènent les pierres. Donc, on commence à avoir un vaste lapidarium. Et Roger Kahn était très mécontent, ça foutait le bordel dans son cimetière, mais bon, c'est assez amusant. Alors, on ne les a pas encore toutes lues, c'est les tombes 19e quand même dans l'ensemble. Hein. Celles du 20e n'ont pas été touchées. Elles étaient un peu plus difficiles, le granit est plus difficile à détruire que le grès. Il a toujours la même histoire, une flagellation dans l'église protestante, et à côté,
Simon de Cyrène qui aide le Christ. Donc vous voyez aussi là un contraste assez étonnant. Les deux côtés, ils ont des chapeaux juifs. Je signale la jugulaire bandoulière. Hein. C'est assez extraordinaire. Alors, il y a une synagogue du XVIIe siècle, et Michel, qui est, j'espère là, l'avait cherché, je crois, il a fait un film sur le rez-de-chaussée. Or, si vous regardez, on est côté est, deux fenêtres, un espace vide, la synagogue, elle était là. Et j'ai pas pu visiter la maison, qui était en vente récemment. Le président de la Société d'Histoire l'a fait. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu, je lui ai montré ça, il m'a dit, ben, ça correspond exactement à mes observations. On ne comprenait pas pourquoi cette pièce du premier étage était construite comme ça. On a compris. Alors, j'ai demandé le plan, je ne l'ai toujours pas. J'aurai un jour. Vous voyez, on sait maintenant où était la synagogue du XVIIIe siècle. Ben, oui, probablement construite vers 1850, 1650, pardon, à Westhofen. Juste à côté de Notre-Dame, on a une petite pièce au grenier, très décorée, vous voyez, qui aurait été une synagogue de 1722. On sait qu'elle a été construite là, parce que le pasteur local s'est indigné de cette construction. Et donc on a exactement toute l'histoire. On ne sait pas ce qu'elle est devenue après 1724. C'est une synagogue, un oratoire, sauf qu'ils étaient trois familles dans le village à cette époque. Donc il n'y a jamais synagogue s'il y a moins de 7 familles. Donc c'est un peu difficile de penser que c'est une synagogue. Est-ce que c'était une pièce pour célébrer les fêtes, éventuellement à l'époque avec une possibilité de soukha, j'en sais rien. Ce serait pour ça que ça serait au grenier. Il y avait beaucoup de soukha dans les greniers, donc pas impossible. Je ne crois pas trop à l'hypothèse synagogue, je veux dire. Mais bon, c'est possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Toujours est-il que c'est une pièce entièrement décorée de peinture et c'est très beau. 1722, ça c'est sûr. En allant un peu plus loin, vous avez Balbronn et Moustique. Alors elles sont un peu différentes. Elles sont les deux en bon état extérieur, le couvert, et les deux, on ne sait pas quoi en faire. Et ça, c'est le problème. Moustique 1784, c'est une des plus anciennes synagogues monumentales de France. Elle est battue de 4 ou 5 ans par Lunéville, en Lorraine. Mais enfin, elle est presque plus monumentale du point de vue extérieur, avec des colonnes à l'entrée. Et à gauche, Balbronn, dans un bon style allemand, début de 1795. Oui, bon, donc, 1895, c'est tout à fait l'époque pour ce genre de synagogue. Il y en a plusieurs. Elle devait aller en Israël, elle n'est pas partie, pour différentes raisons. Et elle a été restaurée après, et puis depuis, le maire ne veut pas faire grand-chose. J'espère que ce n'est pas parce qu'il a sa maison à côté qu'il n'a pas envie d'avoir du bruit. Surtout celle de ses parents, d'ailleurs. J'en sais rien. Donc voilà, il faudrait faire quelque chose, mais pour l'utiliser. J'ai essayé depuis 15 ans, j'ai fait une exposition dedans en 2010, et puis il ne se passe rien. Et à côté, il y a le cimetière de Rosenwiller. Alors, le cimetière de Rosenwiller, il faut y aller, absolument. D'abord parce qu'il est très beau, parce qu'il est extrêmement de très belles tombes. Là, vous avez les tombes donc de Cerbère et le rabbin de l'époque, sa famille, Sinsheim, également est là. Et donc, et c'est à cette époque que recommence le tombe. Si j'avais la photo aérienne du cimetière, je ne l'ai pas mise, je crois, vous verriez qu'il y a toute une zone où il y a quelques fragments de tombes par terre, et puis une zone 19e qui est très belle, où toutes les tombes sont uniformes, et où il y a des symboles un peu partout. Alors là, vous avez le plus amusant, c'est celui-là. C'est celui qui a une roue dentée, vous savez, on dirait un engrenage. Donc en bas, la deuxième à partir de la droite. C'est en fait la coupe d'un pavot. C'est-à-dire qu'ils ont coupé un pavot en deux, ça a exactement cette allure. Et le pavot, c'est ce qui enlève la peine, ce qui fait oublier. C'est assez étonnant, c'est assez natif, on va dire. Donc voilà le pavot qui est là comme modèle de synagogue. Il y en a plusieurs, hein. Et il a toujours une croix gammée, enfin une croix, une swastika, toujours le symbole du soleil qui tourne sur lui-même. Donc, rotation. Et puis le reste, bon, vous avez une Égard de Lévite, vous avez des mains de Cohen, etc. C'est un très beau cimetière. En plus, la remise en valeur est excellente. Vous avez un parking juste à côté, vous avez une vue pour voir l'ensemble du cimetière avec des panneaux explicatifs. C'est extrêmement bien fait. Donc, ça vaut la peine d'emmener les touristes là-dedans. Et cet immense espace vide au milieu, parsemé de petites pierres qui sont cassées, ben, c'est le 18e.
Alors en fait, c'est 1789, 91. On a encore l'ordre des révolutionnaires strasbourgeois d'aller à Rosenwiller casser le cimetière. Étant donné que ces gens ne renoncent pas à leur superstition, on va leur casser leur cimetière. Je vous cite les termes de l'ordre. Suivant. Ah, comment je fais moi? C'est moi qui dois le faire. Ok, j'arrive plus. Là, on est à un village, c'est Rossheim, on a parlé de Yossel tout à l'heure. Donc, Yossel, il reste une synagogue qui, malheureusement, a une histoire aussi à la Dubout, qui n'a pas pu être vendue à la mairie, qui devait normalement en faire quelque chose, qui a été utilisée longtemps par la mairie. Quand on a voulu leur vendre, ils ont refusé. Et donc, elle a été vendue à un particulier avec un projet de faire une salle à l'avant qui respecterait l'ancienne synagogue. Par suite de difficultés financières, il a vendu l'avant à un ancien garagiste qui y vit et qui a monté maintenant des chambres d'hôtes. On peut aller visiter l'intérieur en prenant une chambre d'hôte. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il a utilisé l'Arche Sainte pour faire une espèce de chapelle peinte pour toutes les religions. Donc, il y a une croix, il y a des symboles musulmans, des symboles chrétiens, des symboles juifs dans cet espace multicolore. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est assez joli. Et là, vous avez la maison de Netter, donc qui était un des grands, la clé de voûte la clé de la porte d'entrée de la maison de Netter, qui était un des un des grands, alors c'était un préposé des Juifs d'Alsace, donc c'était pas un descendant, mais c'était un successeur de Yossel de Rosheim et un successeur également, ou un prédécesseur de Cerber, dont on a parlé tout à l'heure. Donc un homme très riche, vous voyez, une maison de 1737, au prédécesseur effectivement de Cerber. Et, et quand on dit qu'on n'a plus rien de M. Cerber, ben voilà l'entrée de sa maison. C'est, pas de Cerber, excusez-moi, de Yossel, c'est la maison de Yossel. Donc c'est un linteau de porte qui a été retrouvé récemment, qui a été identifié. On a identifié à peu près l'emplacement approximatif de la maison de Yossel qu'il avait fait construire pour les dernières années de sa vie. Et elle est exactement dans cet endroit. Donc c'est Christine, je ne sais plus son nom, des archives de Bernay qui a trouvé ça. Et donc, et elle a une particularité, alors c'est difficilement lisible, là on le voit un petit peu mieux sur le truc en dessous. Elle a la lettre de 4 manières. Alors je ne fais pas de pointeur, donc je ne peux pas vous montrer où c'est. Vous avez 4 fois la date, 3 fois la date, une fois en caractère hébreu, une fois en caractère latin, donc MC, MC 50, MCD, je crois, etc. Et vous l'avez en 1554. Donc vous l'avez, ou 1550, pardon. Donc vous avez 3 fois les caractères. C'est assez extraordinaire de se dire que cette porte est restée. Elle a été un peu démontée. La maison derrière n'est plus la maison de seul. Enfin, on sait où il habitait et on a quelque chose de lui. Jean-Pierre, on voit Oui. ta souris. On voit ta souris. On voit ta souris sur l'écran quand tu l'utilises. On voit mieux sur l'écran? Non, on voit ta souris, le pointeur de ta souris. On On le le voit? Ah voit bon, bah quand. alors c'est bien. Ok, donc je vais pouvoir utiliser ça alors. Alors je reviens en arrière à ce moment-là pour vous montrer ça. Donc ici, vous avez caractère hébreu. Caractère hébreu, vous avez un premier chiffre là, qui doit être le 1, le 5, le 5 et le 0. Et ensuite, vous avez ici le 1,5 qui est là. Et vous avez également là également un 5, 5, 5 et le M est quelque part par là. Et ça, c'est des signes de tailleur de pierre. Donc vous avez les 3 dates. Ça prouve quand même que le gars avait une culture assez extraordinaire. Et on est à Schirmeck, petite synagogue qui est en train de s'en sortir, qui était en très mauvais état. Le maire avait bien envie de la vendre pour mettre, je ne sais pas quoi dedans, un commerce. On aurait mis une agence touristique juive, en fait. Et c'est Baliski qui était sur le coup. Ça ne s'est pas fait. Et donc, elle est restaurée par une association locale qui veut en faire un point de visite, un point d'éducation pour les gens qui descendent du Struthof et qui vont au mémorial. Donc, on est en plein dans ce triangle mémorial de l'Alsace. Oui, c'est un triangle, cette ligne mémoriale. Et, et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est passée la guerre sans problème. Et pourquoi? Alors, la légende, je ne sais pas si c'est une légende, raconte que sa voisine, qui est une très jolie fille, couchait avec le patron du, du camp de Schirmeck, donc le camp de Schirmeck-la-Broque, et elle lui a dit, si tu touches à la synagogue, j'arrête. Et voilà. Donc lui était un beau fou, il n'a pas touché à la synagogue. Comme quoi,
même le pire des bonhommes peut avoir une certaine émotion. Elle est très animée en ce moment. Elle a eu beaucoup d'argent pour ce projet. On a eu le prix du patrimoine, on a eu pas mal de choses. Elle est en train de. La restauration de 400 000, elle est quasiment bouclée. Donc ça avance régulièrement. Et donc il y a beaucoup de conférences, des concerts. Il y a un concert le 17 mars, des concerts, il y a 7 ou 8 fois par an des événements importants. Donc voilà, quelque chose d'important. Et là, on est à Obernai. Obernai, vous avez bien sûr la synagogue moderne de Brion 1872. Vous voyez là encore un peu toujours cette synagogue allemande très haute française, hein, en fait, parce qu'elle a été conçue sous la France, très haute avec des bas-côtés bas. Ça fait un petit peu, je trouve que c'est assez désagréable comme point de vue, mais bon, elle est quand même très belle, elle est très bien entretenue. Là, vous avez un banc de circoncision qui est très beau. Et juste à côté, vous avez dans une petite rue une maison ancienne qui daterait à peu près de 1475, où il y a des inscriptions hébreux. Je ne sais pas très bien si c'était une petite synagogue ou ce que c'était exactement. Alors, il a été découvert un mikvé en dessous, à l'occasion de travaux, et personne n'a pensé à le photographier. Plusieurs personnes m'ont dit l'avoir vu, et personne n'a pensé à le photographier. Donc maintenant, il est nouveau en terre. Probablement abîmé par les tuyauteries qui sont passées au travers. Ben voilà. Donc, il y a une petite maison, rue des Juifs. Alors, petite rue des Juifs, qui est la place de l'ancienne, qui est l'endroit où habitaient les Juifs, donc vers 1450. Et il y aurait j'ai un rapport scientifique dessus, j'y crois qu'à moitié, une synagogue d'un mikvé médiéval à peu près de 1330, 1340, près de la place principale. Mais là, on n'est pas sûr. Et ce qui est le plus important, c'est ça. Alors, vous voyez de nouveau, on est d'un côté 2 fenêtres, une arche sainte au milieu, 2 oculus. On est exactement, 2 oculi, pardon. On est exactement dans la même structure que ce qu'on a déjà vu. Ici, 2 mains de Cohen. Alors, c'est la synagogue de 1696 qui a probablement précédé celle-ci, du moins dans la déco. Donc, 2 mains de Cohen, une date, et ici, un très très beau décor baroque dans une maison. Alors, on pourrait refaire les photos. À l'époque, il y avait des fleurs fanées. Et donc, ce décor baroque qui est effectivement le reste de l'abima, de la rambarde de l'abima, du pupitre, du chantre. Donc là aussi, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, synagogue, pas entière, et à l'intérieur, on voit encore dans le grenier le haut de la décoration de l'Arche Sainte. Donc, on pourrait. Malheureusement, je ne crois pas que l'inventaire y soit allé parce qu'il y aurait quand même une analyse du bâtiment à faire. On continue et on change de région. On a fait Piémont-des-Vosges. On passe dans ce que j'appelle l'Alsace centrale nord. Chervillers. Alors, Chervillers, il n'y a pas grand-chose, mais la maison du rabbin est très belle. Il y aurait une synagogue dedans. Il y a une magnifique entrée de porte. Vous voyez, là, une clé de portage, je ne sais pas quoi. C'est une clé de voûte finalement, de 1762, qui est de toute beauté. Et vous avez une synagogue, bon, classique, mais là, ce qui est arrivé à beaucoup de synagogues, elle a été transformée en maison de pompiers. Vous enlevez vous passez soit par la porte, soit par le côté de l'Arche Sainte, un grand portail. Vous enlevez les tribunes des femmes et vous avez la place qu'il vous faut pour un véhicule très haut. Donc les pompiers le récupèrent. Bon, il faut le voir, le village est très beau, ça vaut la peine. Là, on va arriver, c'est Benfeld, oui, on arrive à Benfeld. Alors, c'est la synagogue que je préfère, hein, c'est là où est née ma mère, mon oncle, etc. Alors, on l'appelle parfois la Belle au bois dormant, ou la Florence alsacienne, parce que le décor est assez calqué sur le décor de Florence, mais comme une différence d'une centaine d'années. Elle a été complètement préservée à la guerre. C'est-à-dire que, à l'approche des Allemands, le secrétaire de mairie a mis la clé dans sa poche. Alors, elle était un peu cachée. Les Allemands l'ont vu, ils l'ont dit on pourrait faire quelque chose avec cette synagogue. Il dit oui, oui, je suis en train de la transformer pour en faire le local des Hitlerjugend. Les Allemands ont dit c'est très bien, monsieur le secrétaire. Puis ils sont partis. Et puis ça n'a jamais été le local des Hitlerjugend. Le gars a gardé la clé dans sa poche. En 46, 45, les Juifs rentrent. Et puis ben, il sort la clé de sa poche et puis il leur donne. Donc il n'y a eu aucun Allemand qui est rentré. C'est un peu fou. Et la milice locale, qui avait des nazis, ils ont tous fait, aucun n'a dit quelque chose, quoi. Donc totalement préservé. Alors c'est une synagogue de 1842 classique, très modifiée en 1870. Et ensuite un peu plus tard aussi vers 1900.
Alors, elle était la première, comme le dire, qui a été ouverte dans les années 1980 au public pour les journées du patrimoine. Alors, ce n'était pas la culture juive, hein, c'était le patrimoine. On était en 1980. Et donc, elle a le dernier orgue en Alsace. Elle est absolument, vous voyez, les fresques. Les femmes sont au même niveau que les hommes. Ça aussi, c'est très moderne. Et sur la photo droite, vous voyez bien que c'est partie centrale et deux adjonctions latérales qui sont de la modification de 70. Voilà. Et voilà une vue générale de la synagogue. Vous voyez cet aspect extrêmement élégant. Elle est large. Les femmes sont sur les deux bas-côtés. Il y a quand même une rambarde en bois d'un mètre 30 à peu près. Je ne sais pas si le mètre 40 y est. Les lustres sont bons d'époque. C'est des lustres de 1870. Bon, les deux Oculus, l'Arche Sainte. Rien à dire sauf ces peintures magnifiques. Tout ça est en train d'être restauré. Donc, le projet est à 1,1 million. On ne sait pas pourquoi faire. Bon, alors, on fait pas mal de visites quand même. Alors, la synagogue de Villers, qui est un peu plus loin, près de Célestat, c'est une toute petite synagogue, communauté très tardive, toute petite synagogue de mouchoir de poche, 1909. Alors, il y a quelques offices dedans, mais très peu. Mais elle reste importante parce qu'elle sert beaucoup au dialogue interreligieux qui marche bien et elle sert beaucoup à recevoir des scolaires. Donc, un petit bâtiment sans grâce particulière, mais très sympa, avec un président, Francis Dreyfus, qui est absolument hyperactif. C'est un homme aussi qui a plus de 80 ans, qui fait son login. Et j'aime beaucoup la devise, soit béni en entrant et soit berni aussi en sortant. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très beau. Donc 1904 à 1955, fin de la restauration après-guerre. Il y a une assez belle, un assez bel corridor de Thomas. On va à Célestat. Alors Célestat, la première synagogue qui travaille avec une alternance de briques rouges et de briques jaunes, donc ça fait un décor assez sympathique. Synagogue en forme de croix grecque, quand même, il faut l'inventer. Dôme au-dessus, donc on est un peu dans le contexte de la synagogue de Strasbourg. Pendant la dernière guerre, le dôme est démonté pour récupérer le cuivre. Et donc, elle n'a plus de dôme. C'est un toit tout bête. L'Arche Sainte qui est belle. Bon, elle est restaurée. On a retrouvé un mikvé en dessous. Et rien à dire de plus. Elle ne sert plus beaucoup en ce moment. Elle sert, ouais, quoi qu'ils aient encore un office hebdomadaire. Et au cimetière, alors un cimetière qui a été, comme la plupart, complètement détruit au XVIIIe siècle. Toutes les tombes du XVIIIe siècle sont sous terre. Alors, on en retrouve de temps en temps une. Là, vous en avez une qui est assez belle, qui a été sortie. Une très belle tombe 19e, et bien sûr des tombes 19e avec des symboles. Le pavot, toujours, on retrouve. Le temps qui s'écoule, le sablier ailé, un rabbin, le livre le livre et la couronne de la connaissance, et probablement un chantre, le livre et le chauffard. Donc vous avez promené dans le cimetière, c'est très très grand, très agréable, et bon, il y a un immense vide au centre, ben, c'est la partie 18e. Continuons, on va à Bergheim. Alors Bergheim, il y a eu des juifs sans discontinuité, mais manque de chance, ou par chance, ils ont toujours construit leur synagogue au même endroit. Ils en démonté une, ils en ont construit une autre. Ça, c'est la dernière. Elle a été désacralisée en 1992. Bon, c'est une synagogue 19e classique. Aujourd'hui, on s'en sert comme espace un peu muséal, une mosaïque romane. Il était aussi office de tourisme l'été. Ce qui est amusant, on le verra un peu plus loin, c'est l'agencement du coin des femmes, de l'étage des femmes. Bon, mais ça, on en parlera quand on l'aura sous les yeux. Jean-Pierre, juste, je me permets de vous interrompre. En fait, le webinaire dure jusqu'à 17h15. C'est ce qu'on Donc s'est j'accélère, c'est ça que tu veux me dire? dit. Putain, oui, je ne savais pas que j'étais aussi long. Bon, allez, j'accélère. Sinon, tu me fais un peu de temps supplémentaire. Donc, là, les femmes, vous voyez, elles tournent le dos à la salle et elles ont quand même une petite plaquette qu'elles peuvent utiliser. À droite, vous avez donc une maison juive. Il y a tout un circuit à faire dans la ville. On continue, on va à Mackenheim. Mackenheim, très ancien cimetière, très beau site, en pleine forêt du Ride, et des tombes absolument fabuleuses, baroques. Là, vous voyez, encore une fois, des petits oiseaux sur une tombe, etc. Donc, et là, un peu plus classique, on est probablement au début 18e, là, on est un peu plus loin. Donc, à y aller absolument. Là, vous avez une synagogue importante, qui est Wilsenham, la ville la plus importante à l'époque
la ville la plus importante au début du 19e siècle, puisqu'il n'y a personne à Colmar encore, siège du rabbinat. Et là aussi, ils ont fait une abside, mais toujours pareil, dans les années 1870, sur une synagogue plus ancienne. Mais bon, elle est quand même beaucoup de 1870, y compris d'ailleurs le médaillon qui est d'époque, qui est en gris. C'est assez rare. Colmar, par contre, a une synagogue extrêmement classique, avec un peu comme Aubernais, mais beaucoup plus grande, avec encore une fois la bima des femmes au milieu. Ce qui est classique, on l'a déjà vu à Orfelden. Une belle inscription sur la porte. Ça vaut le coup d'y aller. Alors, je ne vais pas sur Saint-Martin pour parler de la truie aux Juifs et du bouc aux Juifs, tout simplement parce que j'ai trouvé des documents. En 1880, il n'y a plus rien sur l'église Saint-Martin. Toutes les statues sont mortes et on ne voit plus rien. Un architecte qui fait une inspection. Et en 1910, on a un rapport du curé local qui dit « On vient de me monter la truie aux Juifs qui a été sculptée à l'œuvre de Notre-Dame. Elle est très belle. » Et donc, la truie aux Juifs de Colmar, elle date de 1910. Vous voyez qu'on est quand même... C'est une légende. Le fait qu'elle soit médiévale, c'est une légende absolue. Bon. Et je pense que le bouc aux Juifs, c'est exactement pareil. Là, on va sur un site tout à fait passionnant, c'est Rouffach. C'est la seule synagogue médiévale d'Alsace. Alors voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Ce qui est important, c'est cette petite corniche que vous voyez là. Également ces pots. Pour améliorer l'acoustique, il y avait des pots acoustiques dans les murs. Alors, ils ont été démontés sans que l'ABF, lors de la dernière restauration, sans que l'ABF dise quoi que ce soit. Et là, en plus, c'est un monument synagogue médiévale. Il y en a 2 ou 3 équivalents en Allemagne. Elles sont au patrimoine mondial de l'humanité. Là, on ne s'est jamais préoccupé d'en faire quelque chose. La dernière étude, c'était 1905. Alors, on a remédié à ça. On a dit dans Karl M. Voilà la reconstitution. Donc, la synagogue des femmes est là, avec des petites fentes pour aller chez les hommes. Et donc, elles prient entre elles. Et puis, quand il y a le discours du rabbin, on ouvre les fentes et elles écoutent quelque chose. Et donc, l'intérieur de cette synagogue des hommes, avec des niches en bas pour mettre les bouquins et une étagère en haut pour mettre les lampes. Évidemment, il n'y a pas de plafond. C'est d'une seule pièce jusqu'au toit. Alors, il y a pour les gens qui font du tourisme, très important, Guebwiller, Sulzjungholz, 3 bâtiments proches l'un à côté de l'autre, donc très important, pouvant être mis ensemble en valeur. On peut faire de balade à pied entre les 3, ça se fait bien. Bernard Hauptmann, qui a fait restaurer la synagogue de Guebwiller, qui est mort il y a à peu près un mois. On vit entouré de morts. Et sa synagogue, donc, classique, un peu Jean Robert-Neige, on a déjà vu plusieurs comme ça. 1872, vous voyez, on est exactement toujours la même période. La voilà de l'extérieur avant restauration. Actuellement, elle est entourée d'un certain nombre de choses, on ne peut pas la photographier. Donc ça, c'est Guebwiller. On va à Soultz. Soultz, on a sur la rue principale un petit coin là derrière, vous regardez. Quand vous allez dedans, c'est Bernard qui m'a montré, quand vous arrivez dedans, vous avez des inscriptions hébraïques et vous apprenez que le mikvé a été retrouvé là et que la synagogue se trouvait là. Et donc là, on est en 1729. Donc il faudrait, je ne pense pas qu'il y ait une analyse du bâtiment qui ait été faite, mais on a l'ensemble mikvé synagogue. On avait un bâtiment qu'on voit de dos qui était une synagogue très abîmée. On a récupéré une synagogue moderne en ayant vidé l'intérieur et construit donc des logements d'habitation. On verra plus loin à quoi ressemblait l'intérieur. C'est vraiment catastrophique parce que l'intérieur est absolument magnifique. Il y avait un projet de la transférer à l'écomusée. Certains s'y sont opposés de manière un petit peu exceptionnelle. Et donc, ça n'a jamais été, l'intérieur n'est jamais parti à l'écomusée, donc il est parti à la décharge. Pareil, vous avez un petit musée, c'est le musée du Buschneck, qui est très beau, et il y a des choses intéressantes. Donc, il faut y aller. Alors, l'intérieur de la synagogue, le voilà tel que nous le montre Michel, côté, avec des femmes qui tournent le dos à la nef, une barrière, bon, un assez beau phare forgé, et en face, l'arche-sainte. Alors, c'est quand même assez rare. On a une tribune ovale, ça, c'est nulle part ailleurs. Tout ça, c'est parti, vous voyez, tous ces bancs, ces phare forgés, tout ça, c'est à la décharge la plus proche. Je crois que l'arche-sainte a été mise de côté parce que la DRAC a interdit qu'on la démonte, et je crois qu'elle sert de placard à balai. Bon, et donc une vue de ce petit musée de Buschneck, vous voyez, qui est assez riche, qui est une création de Moïse Gainsbourg, créateur de la Cégep. Et donc on a Jungholz juste à côté, une très belle synagogue qu'on voit dans un bâtiment qui appartient toujours à la communauté,
Et on voit les deux fenêtres, premier étage, etc., etc. On est à l'est, arche de Torah, probablement au milieu, mais ça a été transformé en locaux d'habitation. La seule pierre qui reste d'avant 1700, d'avant la Révolution, donc même problème que d'habitude, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas cassé, mais c'était un très grand notable. Et, donc c'est peut-être pour ça. Quelques synagogues, quelques très belles tombes, une forme d'arbre, une en forme de Torah. Un très beau cimetière, facilement accessible. On va à Ungersheim, l'écomusée. Là, on a créé l'année dernière, je m'en suis pas mal occupé, une petite maison juive, une toute petite maison dont on a fait un intérieur juif. Donc, 2 lits jumeaux pour pas qu'on se touche trop pendant les règles de madame. Et puis, là, une stoupe avec et un petit berceau, puisque c'est une famille de 2 personnes avec un enfant, d'un jeune couple. Dans un coin, il y a la machine à coudre, puisque lui est colporteur et elle fait de la couture à maison. Le misra, les objets juifs, etc. Bon, ça permet de faire des visites. Mulhouse, juste à côté, synagogue absolument immense, avec un vitrail, avec un visage qui est celui de Moïse, qui est très beau, une pyramide de pierre tombale, quand ils ont déménagé le cimetière de la rue qui était sur une place à côté, ils l'ont mis là, ils ont pris les pierres tombales et ils ont fait une espèce de gigantesque pyramide, c'est assez beau, une cimetière très très monumentale, euh, également une tribune pour le rabbin qui ressemble à une tribune de pasteur. Je ne sais pas de tout là, sinon j'en plus. Juste à côté, Tannes, détruite complètement en 18 par les bombardements, reconstruite au même emplacement, à peu près sur le même modèle, mais l'intérieur, je ne trouve pas que la façade soit très heureuse. Par contre, l'intérieur est composé de coupoles. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est des fausses coupoles, c'est un latis de bois plâtré, ben, ça a de la gueule, sauf que c'est très fragile. Et là, vous avez une très belle arche sainte, très monumentale. Beaucoup d'activités là-bas, essentiellement visite d'école culturelle. Et un peu plus loin, vous avez la synagogue de l'Ulmschwiller. Alors, le cimetière de l'Ulmschwiller était connu, c'est un petit cimetière perdu dans les bois qui a beaucoup de caractère, qui est très beau, où beaucoup de monde allait. Et ce qui est tout à fait nouveau, ce bâtiment était une synagogue. La première partie est datée, je pense, de 1740 à peu près. On y voit encore des peintures, donc c'était la synagogue. Une deuxième partie construite un peu plus tard sur cave. Je pense que la partie avant, servait simplement c'était une estrade pour les femmes, et qu'à l'arrière, c'est une pièce communautaire, peut-être une école. Là encore, l'analyse du bâtiment reste à faire. Ça date d'il y a 4-5 ans. Hein. Donc, il y a des choses qui arrivent. On va passer à Durmenac. Alors, on change de terrain, vous voyez, on passe dans les... Et là, j'arrive à la fin. On arrive dans le Shingo. Alors, pas grand-chose à voir. Une porte de la synagogue, un cimetière et une ville où le mémoire est devenu presque un devoir. Là, c'est l'étape de la Shoah. À l'époque, Sabine Drexler était la patronne de la Société d'Histoire, puis elle a été maire, puis on l'a mis sur une liste sénatoriale. Elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus. Et elle s'est retrouvée sénateur de la République. C'est toujours Sabine Tu et toujours aussi sympa. Voilà, une jeune sénatrice. Maintenant, elle ne doit plus être toute jeune, mais elle n'est pas encore âgée. Donc ça remonte à 1910, je pense que c'est en 2010, cette photo. Hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas très ancien. Le cimetière d'Egenheim, qui était la plus grosse communauté, c'est une très grosse communauté, 780 personnes vers 1850, à la frontière suisse. Donc les gens vivaient là, allaient commercer en Suisse, mais ne pouvaient pas y résider. La même histoire que Strasbourg avec Eunheim, etc. Donc un cimetière qui est soigné, où ils ont su à la fois faire propre, on peut circuler, mais garder certains éléments paysagers anciens, comme ces tombes recouvertes de lierre. C'est très joli. Donc, j'ai pas repéré des pierres exceptionnelles, hein, mais l'ensemble est très beau. Il y a énormément de pierres. Il n'y a pas eu trop de dégâts, j'ai l'impression, de la Révolution. C'est-à-dire très rare. Et on va terminer, je pense peut-être terminer, j'en suis pas sûr, par Egenheim, donc toujours Egenheim, la synagogue qui était là, qui a été transformée en galerie d'art, elle était abandonnée. Donc ça, c'est une reconstitution de l'aspect de la synagogue avant sa démolition. On a encore la fontaine, on a une œuvre d'art qui voisine avec la fontaine, mais elles se répondent. Et voilà à quoi ressemblait l'intérieur de la synagogue aujourd'hui, c'est-à-dire en musée d'art moderne. Ça fonctionne assez bien. Et on va à Saint-Louis maintenant, que je pense que c'est la dernière ou presque.
Saint-Louis, qui est une synagogue très tardive, qui reprend Souls, qui reprend à une certaine mesure Célestat, qui est donc de 1907, mais qui a l'avantage d'être entière, d'être absolument entière, d'être dans son état d'origine, dans son jus. Bon, je n'aime pas ces synagogues, vous avez déjà compris, qui sont un peu prison. Avec à cette époque, on savait construire sans piliers, mais là, il recommence. Mais qui vaut la peine, extérieur-intérieur, et qui est très souvent ouverte à la visite. Il suffit de demander. Il y a une yeshiva à côté, et le patron de la yeshiva est extrêmement compréhensif, fait visiter cette synagogue dont il est très fier. Ça change de certains, par exemple à Paris, ceux de la rue Pavée, qui considèrent que d'avoir une belle synagogue, c'est pas important. On va à Hagenthal, qui était deux petites communautés tout près de la frontière, donc là aussi une population invraisemblable, 627 personnes en 1784, c'est monstrueux, ils travaillent tous en Suisse. Une synagogue de 1740 à peu près, qui a été modifiée et rallongée pour permettre de faire une entrée, une tribune des femmes, et de l'autre côté, une pierre tombale d'un cimetière. Dans la première étude, on la cite à 1750, en fait, c'était à 1850. Le cimetière date d'à peu près un peu avant, du Miladad, 1794. Et donc, voilà, cette salle qui est monument historique, qui est un très joli texte. Conclusion. Ben, il y a une synagogue médiévale, mais qui n'est pas ouverte à la visite. Il y a quelques synagogues du XVIIIe siècle, par celles qui subsistent partiellement. J'en ai retrouvé à peu près 120. Enfin, je pense qu'il y en avait 120. Elles sont du même type, elles sont discrètes, elles ne sont pas étudiées. De très nombreuses synagogues 19e et 20e, assez différentes, classiques, byzantines, néo-romanes. Et je dirais que la Révolution atteste simplement le désir d'intégration et de la place croissante des femmes. Voilà. Et au cimetière, vous avez des stèles médiévales simples, verticales, un grand vide jusqu'à vers 1550, puis des stèles décorées selon la mode du temps, ça va jusqu'à la Révolution. Puis au 19e, on repasse à un style assez médiéval, dressé, avec beaucoup de symboles. C'est ce que Émile Malle appelle la manie symbolique. Au XXe siècle, on perd complètement l'originalité. Et des énormes destructions en 1789-1848. Voilà. Mon nom, c'est Jean-Pierre Lambert. Mon adresse, c'est gmail.com. Je suis prêt à vous aider si vous avez un problème, si vous avez un projet. Je connais assez bien le métier. Et merci de votre attention. À bientôt. Est-ce que j'ai rattrapé? Ouais, presque. Oui, ça va. Donc, Merci. si vous avez tous des questions, c'est le moment. Posez vos questions à Jean-Pierre. On se donne à peu près jusqu'à 17h30. 10 petites minutes. Quoi. Je vais essayer de supprimer le pouvoir. On va mettre la galerie déjà pour commencer. Bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, c'est Jean-Louis de Saverne encore. Je me présente, je suis le veilleur de mémoire du cimetière de Saverne. Ouais. Et là, récemment, en faisant un peu d'entretien dans la forêt, dans le cimetière, j'ai trouvé une belle tombe en forme de livre. Forme de livre. Voilà, en forme de livre. Ça peut être une tombe de rabbin en général. Hein. Donc, c'est un rabbin souvent. Ah, ok. Donc, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, que je ne connaissais pas du tout, il y a un umlaut, donc la tombe, elle est nominative au nom de M. Wolf Levy, qui date d'avant la Première Guerre mondiale, puisqu'elle est écrite en allemand. Et donc, sur le Levy, sur le Y de Levy, il y a un umlaut. Donc, il y a un double point sur le Y. Est-ce que c'est assez commun et ça signifie quoi? Il faudrait que je voie. Est-ce que c'est une transcription de l'hébreu? Il faudrait que je voie. Vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez. Okay. Je viens vous voir un jour à Saverne, parce que c'est un cimetière que j'aime beaucoup. J'adore. Je suis en train de rénover entièrement. Je vais venir voir s'il y a des choses à voir. C'est un cimetière que j'aime beaucoup. Je n'ai pas présenté toutes les tombes qu'il y a là-bas. J'ai juste choisi une partie d'une tombe. Il y a effectivement de très belles. Il y a des choses absolument magnifiques. Il est un peu difficile d'accès. Hein. Si vous ne marchez pas bien, la descente n'est pas toujours facile dans les sentiers, mais bon. Oui, bon, après, voilà. Donc, il faut y aller. Hein. Saverne, c'est un cimetière, il faut aller. Ça, c'est clair. De toute façon, comme j'ai déjà dit, M. Kahn et M. Rossano, ils ont mon numéro de téléphone et je suis à la retraite depuis le début d'année. Donc, si les gens ils veulent visiter. Écoutez, c'est important. C'est important, je ne l'ai pas dit là, mais c'est important que l'organisation touristique. Moi, j'ai 78 ans, vous voyez, je suis en retraite depuis très, très longtemps.
Et donc, je marche un peu moins bien dans les cimetières quand c'est un peu pentu. Et bon, j'essaie de faire un peu vite parce que je ne sais pas combien d'années je travaillerai encore. Mais la première chose à faire, c'est qu'il faut que quelqu'un s'attelle à faire une liste des gens qui sont capables de faire visiter, de faire des circuits, etc., de faire une vraie proposition touristique. Là, vous avez ce qu'on peut voir. Maintenant, après, il faut travailler à l'échelon local pour faire des choses. Ouais, Et ok. Saverne le cimetière fait partie des choses très importantes. Ah oui, il est C'est un magnifique. des 4 ou 5 plus importants d'Alsace. Oui, il est magnifique. Bon, il est un peu compliqué puisque c'est vraiment en France. Difficile parce qu'il est pentu, parce qu'il y a des buissons partout. Ah, je commence à nettoyer, donc C'est ça. ça commence à changer. Bah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'on pourra Ravi de vous garder connaître contact. et j'espère qu'on va se retrouver. Oui, ben, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tout le temps maintenant. OK, ben, écoutez, Vous êtes mon mail, merci, hein. ben, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, merci, vous de même. Porsche. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci, à bientôt. Oui, à bientôt. Suivant. N'hésitez pas à y aller directement. Moi, je n'ai pas trop envie d'être. Je veux bien aller sur le chat, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas trop de questions. Voilà un petit peu. Alors, je sais que je vous ai un peu assourdi. J'aurais encore pu rajouter des choses. Par exemple, les circuits que je recommande. Je pourrais proposer aux guides, s'il y en a, s'ils veulent faire un éductour, de les emmener pour voir des choses. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment avoir l'échelon local. Je ne crois pas qu'on puisse tout faire depuis Strasbourg. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est effectivement d'avoir un annuaire, d'avoir des adresses, de savoir comment on peut faire pour aller dans chaque lieu. Ce n'est pas toujours évident. La mort d'Ankman, est-ce qu'on pourra toujours aller à Guebwiller qui va s'en occuper? Athan, la présidente, ne va pas très bien non plus, Yann Ferrari. Donc, ça change vite et c'est difficile de rester toujours, de savoir comment aller quelque part, comment faire ouvrir et d'organiser des événements. Mais ça se fait. Alors, là, je vais prendre mon autre chapeau. Donc, je suis aussi un des créateurs de la journée de la culture juive. Donc, on a commencé en 95. Écoutez, on pensait pas avoir 5000 visiteurs en 96. Hein. Et pareil, je suis à la Cégale. Quand on a fait les. J'étais président de la Cégale au moment où on a fait. J'étais vice-président au moment où on a trouvé les différentes guénisotes. On ne pensait pas trouver ça non plus. Donc, si vous voulez, chaque jour amène sa peine. Oui, madame? Madame Dietrich, vous vouliez poser une question? Non, non, je voulais écrire à Ingrid Toldé qui m'avait écrit sur le chat. Mais franchement, moi, je découvre, bon, j'en ai visité certaines, mais là, je découvre un patrimoine alsacien formidable. C'est Et formidable. je n'ai qu'une hâte, effectivement, c'est de toutes les découvrir. Alors, je peux vous dire, bon, alors je ne l'ai pas montré, mais j'ai travaillé beaucoup sur les églises et sur la représentation du juif. Il doit avoir, je crois que le montage, à la fin, il fait 100 slides. Mm. Vous dire qu'il y en a une quantité, et ce n'est pas du tout l'image qu'on se fait habituellement. Alors, par contre, oui, la conversion, c'est le but, mais c'est le but pour avoir le paradis. C'est tout à fait théologique. Le jugement dernier n'interviendra que quand les juifs se seront convertis, et il faut le jugement dernier pour aller au paradis. Donc, convertissons les juifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les assassine. Pas tellement ni en France ni en Espagne, ils sont expulsés, pas assassinés. Et, donc là, c'est un problème théologique qui est intéressant, etc., etc. Et s'il y en a eu au XVIIIe siècle, je ne sais pas comment je suis tombé dessus, il y en a un ou deux. Je me suis posé des questions parce que j'ai vu 4 ou 5 maisons au premier étage. J'ai commencé à chercher. Et c'est un travail sur lequel je bosse depuis 2 ans. Maintenant, je vais faire un gros article. Il fera un gros pas complet, mais il fera quand même 30 pages. Non, et puis là, je travaille actuellement avec Philippe Ichter par rapport aux veilleurs de mémoire, justement, par rapport à l'ouverture des cimetières pour les jeunes collégiens. C'est une page de l'histoire qu'il faut qu'ils apprennent à connaître. Et voilà, donc vous êtes où là? il y a certains veilleurs de mémoire qui sont prêts effectivement à nous épauler et à ouvrir leur cimetière, à savoir qu'il y aura juste encore une petite formation pratique en ce sens. Moi, je vais bien vous faire une formation. Je veux bien faire un éductour sur quelques cimetières. Je l'ai fait avec les gens dans Rosenbiller. L'année dernière, je les ai emmenés à Feckersheim, qui travaillent. Je les ai emmenés à Célestat, je les ai emmenés à Mackenheim.
une journée pour qu'ils voient d'autres cimetières et ils prennent conscience d'autres problèmes que ceux de Rosenwiller. Des choses qu'on peut faire. Hein. Oui, ben, peut-être qu'on reviendra alors vers vous, Vous êtes effectivement. où? Vous êtes à quel endroit? Ben, moi, je suis donc conseillère d'Alsace de Colmar, en charge du dialogue D'accord. interreligieux. Et donc, je travaille beaucoup avec Philippe Hichter. Oui, non, sur mais ce ça, je domaine-là. comprends. Philippe, il est tabard, mais c'est pas Oui, comme un Philippe tabard, est il est un tabar. très direct. Mais bon, on se téléphone tous les jours et on se voit 2 fois par semaine. Ben, on peut organiser des trucs. Hein. On peut faire sur Colmar, on peut aller faire un tour. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a alors? Colmar-Mackenheim, mais pas très loin. C'est quand même le plus beau. Non, mais bon, comme vous C'est avez chouette, hein. dit, il y a quand même quelques cimetières autour de Colmar, en ce sens qu'il y a Orbourg, il y a Orbourg, Herlisheim, il y a bon, Winsenheim. il est pas marrant, Orbourg, quand même. Non, ben, c'est le dernier cimetière que j'ai visité parce que là, il y a eu 2 veilleurs de Ouais, mémoire. il y a aussi Winsenheim, mais à la limite, dans ce coin-là, j'aime mieux Il y a celui qui a été Herlisheim qui est profané pas une paire mal. de fois, là, sur la colline. Où ça? Plus en tête. Bon, il y en a un ou l'autre qui sont pas mal. Mais Mackenheim, qui était très Herlisheim? bien. Puis l'autre, je sais plus, On sa va colline qui a été terminer. profanée. Voilà. Mais écoutez, non, mais on reviendra vers vous. Il n'y a pas de souci. Bah, pas de Merci problème, beaucoup. je suis là. Franchement, très belle présentation de ce patrimoine juif alsacien. Merci. Merci, Madame Dietrich. Donc, s'il n'y a pas d'autres Allez. questions, Quand on s'était vu, Madame Dietrich, elle est qu'au musée, non? Tout à fait, oui, c'est cela. Oui, lorsqu'il y a eu Ouais, la l'inauguration de la maison je m'étais juive. un peu occupé du projet, il m'avait Tout remercié à fait. en me donnant Tout le à speech. fait. J'étais quand même me faire honneur. Non, mais On c'était était très toute une bien. équipe, j'étais pas le seul. merci beaucoup. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on arrive en fait au terme de ce webinaire. Merci infiniment, Jean-Pierre. Cette présentation brillante, très intéressante. Et il y a bien entendu, c'est enregistré, donc il y a un replay qui sera disponible, que j'enverrai incessamment sous peu à l'ensemble des personnes invitées. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour les 2 webinaires restants, donc le 15 et le 16 mars. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne Au revoir à tous. soirée. Bonne soirée.